Bienvenue sur le podcast Successful Anonymous. Si tu as décidé de développer ton activité en ligne mais que tu ne souhaites pas te montrer, sache que c'est parfaitement possible. Ici, je vais t'expliquer comment réussir à te démarquer avec d'autres alternatives et tu recevras les conseils des Successful Anonymous qui sont déjà passés par là. On parlera aussi de neuroatypie, de multi et haut potentiel et d'introversion. Tous ces éléments qui ont pu te bloquer jusqu'à présent, mais ne t'inquiète pas, ça va changer. Je suis Déborah, spécialiste Pinterest, LinkedIn et Instagram depuis 2018. J'ai pour vocation de t'aider à siroter ta vie et ton business en faisant des réseaux sociaux tes meilleurs alliés. Siroter, ça veut dire que désormais, tu vas pouvoir respirer, te relaxer et vivre à ton rythme et selon tes codes. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que tu es prête à franchir le cap et à toi aussi devenir Successful Anonymous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Antoine. Donc, on va pouvoir parler de psychologie et bien plus que ça. Émilie, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salam alaikum, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Écoute, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoute, je vais bien. Je suis très contente de passer ce moment-là avec toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Là, j'ai fait une brève présentation parce que je compte sur toi pour bien nous expliquer qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas encore et qui vont découvrir cet épisode de podcast, qui tu es, ce que tu fais, ce qui t'anime professionnellement. Ça marche. Alors, qui je suis? Bon, alors, comme l'a dit Déborah, je suis Émilie Antoine. De formation, je suis psychologue. Si je vous le dis en langage normal, spécialisée dans le mindset et la gestion émotionnelle. Si je vous le dis en mode tête d'ampoule, dans les processus cognitifs, donc c'est vraiment tout ce qui se passe, entre guillemets, dans notre tête, comment on réfléchit, comment on pense, et tout ça, ça a un impact forcément sur la gestion émotionnelle. En 2013, j'ai fondé le site Mhm. passeenligne-chez-moi.fr. Alors d'abord, j'étais toute seule avec moi-même. Puis au fur et à mesure du temps, j'ai construit une équipe, j'ai rassemblé plutôt une équipe de psychologues. Et puis, alors actuellement, je ne fais plus de consultations individuelles, mais je participe à la formation, à la supervision de mes collègues Mhm. psychologues. Et puis, on a aussi une assistante qui nous a rejoint, une manager de projet, une développeuse web. Donc, c'est toute une petite entreprise maintenant pour traiter les femmes en première classe. Traiter les femmes en première classe, j'adore parce que c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Je pense que tu l'as même dans ta biographie Instagram. Quand on voit le boulot que les femmes abattent, surtout à notre époque, je vais dire ça comme ça fait un petit peu grand-mère qui dit ça, mais est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce slogan que je répète, je trouve absolument génial? Ah j'ai une petite anecdote. Alors, tu sais, comme ça, il a l'air sympa à l'oreille, si je peux dire ça comme ça, mais il a aussi une valeur affective, si je peux dire ça comme ça. Quand j'ai lancé, alors, ah oui, d'ailleurs, c'est un point que j'ai oublié d'énoncer. J'ai aussi lancé un coaching de groupe qui s'appelle le Bootcamp Ma Petite Campus. Et quand j'ai fait la première édition, donc c'était en 2018 ou en 2019, mais en fait, ça venait d'une participante. Au fur et à mesure qu'on faisait le travail, etc., on avait plaisanté là-dessus, sur le fait que justement, on apprenait à se traiter en première classe, mais vraiment de manière Mhm. profond, tu vois, pas seulement. Alors oui, c'est important dans la vie d'une femme, tu sais, de prendre soin de son corps, de sa santé physique, j'entends, hein, tu vois, de tout ce qui est de domaine de l'extérieur, mais que c'est aussi Mhm. très important de prendre soin de ce qui est à l'intérieur de son âme, tu vois, de sa psyché, de sa santé psychologique, pour justement pouvoir profiter de tout ce que tu as à l'extérieur, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, c'était venu de là. C'était pas de moi, c'était d'une participante qui s'appelle Jihen. Donc, si elle passe par là, je lui fais un petit coucou. Et du coup, en fait, on a eu toute une émulation, tu vois, autour de ce terme-là et c'est resté après. Ah oui, c'est resté et c'est vraiment, ça s'est ancré. Enfin, même moi, je le réutilise à chaque fois et chaque fois que je le réutilise, je dis: «Comme dirait Émilie Antoine, traitons-nous en première classe». Eh bien, en tout cas, c'est une chouette anecdote. Elle doit être contente d'avoir, un, participé à cette manifestation et deux, que ça a été retenu, quoi, finalement, d'avoir apporté sa pierre à l'édifice. Je trouve que quand tu co-construis en fait ton projet, ton entreprise avec les personnes qui en bénéficient, pour moi c'est le top en fait. J'aime trop. Ouais, c'est génial de voir cette complémentarité, le fait de se booster finalement entre femmes, c'est vraiment excellent. Je comprends que ça puisse nourrir un projet. Alors, Émilie, toi, tu as fait le choix qu'on commence à voir de plus en plus, mais qui reste malgré tout peu commun, de ne pas te montrer de façon globale, on va dire. Est-ce que c'est un choix qui t'a demandé beaucoup de réflexion ou c'est quelque chose qui s'est présenté comme une évidence pour toi? Est-ce qu'il y a des nuances que tu souhaites apporter dans cette question? Alors oui, c'était évident. Pour des raisons, on va dire, éthiques, tu vois. Heu,
propre à ma pratique religieuse, pour être totalement transparente. Après, avec le temps, alors j'ai toujours cette même conviction, tu vois, qu'il vaut mieux rester discrète, si je peux dire ça comme ça. Mais je pense aussi qu'avec le temps, c'est mieux, comment, tu vois, de te préserver en fait. Alors, tu sais, on va dire, il y a plusieurs manières de se préserver, mais je suis pas en train de te dire, oui, je veux pas être reconnue dans la rue ou tu vois, des choses comme ça et tout. Mais, mais franchement, il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois, j'aime bien avoir mon petit côté secret. Et voilà, je pense que bon, c'est un challenge, hein, c'est sûr. Mais voilà, on va dire, à la base, c'était plutôt une question, on va dire, éthique religieuse. Et puis avec le temps, je me dis que c'était vraiment la bonne. Même s'il n'y avait pas, tu vois, ce côté-là, je me dis que c'est mieux. Même sans le côté éthique, ça reste quelque chose, de positif, selon toi, de préserver un anonymat partiel du moins, parce que c'est vrai qu'il y a ton nom et cetera. Tu préserves, ta tranquillité finalement. Bah oui, c'est un peu, voilà, c'est un peu l'idée, ouais. Est-ce que tu penses que c'est un choix qui pourrait évoluer? Dans le sens où je sais que lors de certains événements, tes face cam, tes élèves ou les personnes en tout cas qui participent à tes événements peuvent te voir. Je le sais parce que je me suis inscrite, dernièrement, à un challenge. Est-ce que tu penses que c'est un choix qui pourrait évoluer en dehors de ce cadre-là? Est-ce que tu vois des bénéfices quand même à te montrer aux personnes qui s'inscrivent à tes événements et cetera? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors non, je pense pas que ça évolue avec le temps, mais dans les faits, effectivement, alors pour ce qui est des coachings de groupe dont je te parlais tout à l'heure, je suis face cam avec ma collègue. Oui. Après, ce sont des enregistrements, ça reste en fait pour la cliente, tu vois, la coachée, etc. Donc ça reste entre nous. Mmh. J'ai jamais eu de problème entre guillemets, tu vois, de fuite ou etc. C'est toujours, enfin, les gens savent en fait. Tu vois, il y a un rapport de confiance qui se construit avec mon Mmh. audience. Les gens savent que je souhaite pas d'étaler ma bouille, ma frimousse, que tu veux, sur les réseaux sociaux. Donc, franchement, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et pour le challenge, alors effectivement, j'avais décidé d'être en face cam. Et si les retours que j'ai eus, du genre, ah, bah, ça fait plaisir de mettre un visage sur une voix, comme quoi ça les aidait en fait à développer leur confiance par rapport à qui je suis, etc. Puis je pense que le fait de voir tu sais, les expressions du visage, etc., ça apporte, on va pas se mentir, tu vois, un autre niveau de communication, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Et du coup, alors, pour reprendre ta question, non, je pense limiter à ce cercle restreint et continuer de limiter à ce cercle restreint Mmh. pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure. Après, oui, ça apporte, entre guillemets, ça apporte une plus-value pour les personnes qui suivent. En fait, c'est plus facile pour elles de suivre, comment dirais-je, bah, tu vois, de regarder une personne, t'es captivé, en fait, tu vois, voilà, t'es captivé par le visage, etc. Tu vois, en plus, moi, je fais des blagues, je rigole, et puis, enfin, tu vois, bon, t'as vu comment je suis. Ouais. Donc du coup, je pense que voilà, en termes d'accroche, pour accrocher en fait l'attention, je pense que ça apporte objectivement une plus-value. D'accord. Oui, surtout en termes d'attention et j'imagine qu'en consultation, bien que actuellement tu proposes plus de consultations individuelles, ça amène aussi, une certaine confiance probablement. Alors si tu veux, oui, et comment dirais-je? Alors c'est pas oui et non, mais c'est oui, et j'ai apporté un second. C'est pas pareil en fait. Il y a une nuance. Parce qu'il y a des personnes que ça arrange bien de ne pas te voir et de ne pas être vu. Tu sais, Mmh. bah, tu sais, si t'es un petit peu timide, t'es un peu réservé, Ouais. t'as quelque chose autour de la peur du jugement, tu vois, t'as peur de rougir, ou voilà, enfin vraiment tout, principalement c'est autour du jugement. Après nous, nous on est formés, tu vois, voilà, tu sais, puis même avec le temps, tu développes une oreille, tu vois, tu fais attention à plus de détails. Enfin, c'est incroyable, tu sais, ton cerveau, il s'adapte en fait. C'est vrai que quand tu vois la personne, bah, effectivement, la communication non verbale, etc., tu vas capter des trucs, mais franchement, tu peux les capter aussi avec uniquement la voix. En fait. Ça, Mmh. on s'adapte. Et c'est vrai que pour les personnes, des fois, c'est plus confortable pour les raisons que je t'ai évoquées, à savoir la peur. Principalement, je pense, la peur du jugement. Mmh. Et puis des fois aussi, ça peut déconcentrer certaines personnes aussi, tu sais, de voir le visage et puis d'entendre la voix. Quand tu entends la voix, tu entends que la voix. Tu peux faire ton focus que là-dessus aussi. Mmh. Tu vois, quand t'es en rendez-vous, c'est un petit peu différent parce que comment dirais-je, le processus intellectuel, c'est pas vraiment le même. Mmh. Parce que tu sais, quand tu regardes, tu es dans la consommation, en rendez-vous, alors nous, on n'est pas du tout, tu sais, en mode, tu sais, souvent les gens, ils veulent pas aller chez le psy parce que bon, tout un tas de raisons, mais entre autres, ils disent qu'ils vont parler tout seuls, tu vois, Ouais, voilà, qu'il y aura personne qui va répondre en face. Alors nous, on n'est pas du tout comme ça. Tu as dû le voir avec ma collègue. tout à fait. Nous, c'est vraiment de l'interaction. Alors, certes, on écoute beaucoup. Tu vois, bien sûr, il faut qu'on écoute, sinon, avec quoi on travaille? Bah oui. Faut bien ça. Mais c'est, comment dirais-je, c'est aussi un échange, en fait, des questionnements, tu vois, pour que la personne, elle puisse
élaborée, où elle, tu vois, dans le questionnement dans lequel elle est, et cetera. Nous, on est vraiment dans l'échange. C'est vraiment un parti pris, de notre côté, chez Maxime Léchier. Mmh. D'ailleurs, j'ai constaté ce que tu es en train d'expliquer avec ta collègue parce que personnellement, la santé mentale, c'est vraiment quelque chose que je mets en priorité dans ma vie, partout. Je pense que c'est important de régler des choses liées à son passé, liées à son présent, et cetera. Et donc c'est vrai que j'ai pu expérimenter et encore, actuellement, un suivi avec une, de tes collaboratrices. On va pouvoir, reparler de tes collaboratrices dans un instant, mais justement, par rapport à cette question de se montrer ou de ne pas se montrer, ce que je trouve très appréciable dans ce que vous proposez sur, ton site, c'est le fait, de pouvoir choisir une consultation avec visio ou pas. Donc justement, vous êtes hyper à l'écoute et hyper attentive à ça aussi parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs, types de personnes et donc aussi bien celles qui ont ce besoin d'avoir, la personne en face que celles qui ont besoin de cette espèce de cocon où elles se sentent juste écoutées, peuvent retrouver ce qui leur est utile et ce qui va leur faire du bien. Donc ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose de génial. Ouais, bah, comme tu en fait, c'est bon, je vais le ressortir encore, mais nous, notre objectif, c'est vraiment de vous traiter en première classe. Autrement dit, ça veut dire quoi? C'est qu'on a à cœur vraiment de vous offrir un espace où vous vous sentez, en sécurité, si je peux dire ça comme ça, tu vois? Sécurisant Mmh. et de confiance, où vous êtes à l'aise, et cetera. Donc effectivement, si une patiente, elle est plus à l'aise, tu vois, enfin, c'est vrai, ça rassure, tu vois, de voir le visage, et cetera, pour certaines personnes. Bah, on s'adapte, en fait, on répond à sa demande et si elle a pas envie, bah, on répond aussi à sa demande. Justement, je le disais, tu es à la tête d'un cabinet de psychologues. C'est vraiment une aide précieuse et qui est absolument indispensable selon moi, comme je disais juste avant, pour aider les femmes. D'ailleurs, pour aider qui que ce soit, mais donc toi, tu t'adresses, principalement donc aux femmes. Et la santé mentale, c'est un sujet qui est encore tabou, beaucoup trop à mon sens, et j'ai l'impression que c'est dur et qu'on rame beaucoup à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit au juste? Et j'aimerais que tu prennes le temps, si ça te convient, de nous expliquer vraiment les différentes étapes de ton parcours et ce qui t'a amené donc finalement à ouvrir ce cabinet et ce que tu penses du côté un peu tabou de la santé mentale, etc. Alors, si tu veux, je vais commencer par le côté tabou un petit peu de la santé mentale et puis après, on va dire si je vois 2 axes, là, c'est, le tabou de la santé mentale et mon parcours, on va dire, entrepreneurial. La santé mentale, alors effectivement, c'est un sujet entre guillemets, pas entre guillemets comme tu as dit, c'est qui est tabou. Pourquoi c'est tabou? Parce qu'on confond un peu, les choses. Si tu veux, c'est la santé mentale, c'est pas juste c'est comme la santé physique. N'attends pas d'être malade pour aller, pour prendre soin de toi, en fait, déjà. Ça, je tiens à dire. Parce que souvent, on associe les psychologues, même si c'est une de nos casquettes, à la pathologie, la dépression, n'importe quel. Tu as vraiment le côté un petit peu, entre guillemets, pas sombre, mais tu vois, genre, tu vas voir un psy que si t'es fou, si je peux ou si t'es folle, si je peux grossir le trait. C'est une méconnaissance de la santé mentale. Après, peut-être c'est à l'image, c'est vrai que là, je pense comme ça en parlant avec toi, peut-être c'est à l'image en Occident comment on considère notre santé physique aussi. Généralement, malheureusement, on s'intéresse à notre santé physique que quand on tombe malade. Alors que dans d'autres contrées, je peux dire ça comme ça, à travers le monde, c'est pas du tout comme ça que c'est envisagé. Et du coup, bah, j'ai l'impression que ce pattern-là, il a été déplacé aussi à la santé mentale. Et bon, bah, je pense qu'il y a tout plein de stéréotypes, tu vois, qu'on a pu voir à la télé, dans les séries, etc., où c'est les gens un petit peu frappés, un petit peu décalés, etc., bon, déjà qui sont psy, et puis en plus qui vont consulter un psy. Et je pense que aussi, des fois, on est un petit peu dans, il y a un petit peu un problème peut-être d'ego, tu vois, genre, ouais, je peux me débrouiller tout seul. C'est comme tu as dit, c'est pour les fous, tu vois, ce côté un petit peu méprisant. Bah, de toute façon, on tend, entre guillemets, à juger ce qu'on connaît pas, tu vois. Et comme on connaît pas, bah, des fois, le métier de psychologue, la santé mentale, bah, voilà, on met un jugement pour aller plus vite. Et quand je dis ça, c'est pas un jugement, hein, c'est la psychologie humaine qui est comme ça, tu vois. On met les trucs dans des catégories pour réfléchir, entre guillemets, plus vite, quoi. Il y a aussi ce côté, c'est dans ma tête, on minimise vraiment l'impact que ça peut avoir et on se dit mais non, c'est dans ma tête et on continue quoi. Et moi, cette phrase me fait halluciner. Si c'est dans ta tête, va voir un spécialiste de ta tête, en fait. C'est pas des films. Et si tu t'en fais, enfin, tu ne fais pas des films, et même si tu t'en faisais, ben, c'est ça qu'on interrogerait, en fait. Tu vois, c'est qu'il y a forcément une Mmh. explication, quelque chose à comprendre et à remédier derrière, en fait. C'est dommage, finalement, enfin, entre guillemets, on se brûle avec notre propre méconnaissance, tu vois, parce que si on savait que Mmh. justement, alors certes, dans la santé mentale, il y a tout le volet euh, soigné, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, tu as une problématique et tu veux être accompagné. Alors, ça peut être, oui, la dépression, la gestion du stress, la gestion émotionnelle, le deuil, enfin, plein de problématiques comme ça. Mais tu as aussi toute la sphère, en fait, où
passer en mode 2.0. C'est que tout va bien dans ta vie, je peux dire ça comme ça, tu n'as pas de problème spécifique. Mais tu as envie t'as envie de t'améliorer, tu as envie de mieux gérer. Alors souvent, ça, c'est des profils qu'on voit beaucoup chez les entrepreneurs. On n'a pas forcément de problème, mais on a envie de, tu vois, de dépasser certains plafonds de verre, tu vois, comme certains disent, etc., d'améliorer sa communication, de, ça peut être plein de trucs, en fait, tu vois, de mieux gérer ses émotions. D'aller chercher plus finalement. Ouais, voilà, si je te dis ça en mode autrement, souvent les gens ils assimilent ça au coaching, mais si tu sais le fait de voilà de se dépasser, de surpasser, d'être, mais c'est aussi, on va dire, c'est aussi notre domaine, parce que, bah, on est à même, tu vois, de comprendre les tenants, les aboutissants de ce qui se passe dans la tête de la personne et tu vois, de l'emmener là où elle a besoin d'être emmenée pour atteindre ses objectifs. Mmh. Donc ça, c'est par rapport, au côté tabou de la santé mentale et donc comment t'en es arrivé là finalement à fonder ce cabinet? Bah, alors mon parcours entre guillemets, si je te fais vraiment le truc, depuis le début, alors on va dire que la psychologie humaine, c'est vraiment un truc qui a commencé à me botter quand j'étais adolescente. Bon, c'est une histoire que je raconte souvent, mais genre, c'était, tu sais, à les réunions parents-prof, j'étais en 4e, tu vois? Et j'ai annoncé, à ma prof qui s'appelait madame Bailly, ma prof de français, devant ma mère que je voulais être psy. Bon, tu vois, je me dis toujours que bon, elle a été super, supportive, tu vois? Mais elle a dû rigoler quand même. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, je pense, ça faisait écho, j'avais de toute façon, tu vois, une soif, de comprendre, le monde, tu vois, de comprendre, ce qui se passe. Alors ça s'est traduit aussi par un intérêt pour les langues étrangères, tu vois? Parce que je me dis: «Tiens, si tu comprends une autre langue, tu comprends une autre manière de raisonner, en fait, de voir le monde», Ouais, tu vois? absolument. Ce qui est vrai, ce qui est toujours vrai et après, ben, j'ai découvert entre guillemets «la psychologie», tu vois? J'ai commencé à lire des bouquins et cetera et puis, bah, j'ai fait, le parcours qu'il fallait faire pour pouvoir arriver à mon objectif, quoi. Et donc, bah, j'ai continué le collège, je suis allée au lycée, j'ai fait un bac littéraire parce que les matières scientifiques, c'était pas trop mon truc, quoi. Et donc, après, je suis allée en psycho. J'ai fait un parcours classique, oui et non, hein. Disons que j'étais pas une élève forcément brillante, tu vois? Donc, puis je travaillais en même temps, donc, je sais c'est quoi tu sais, de refaire les partiels au mois de septembre, là. Le nom m'échappe, désolée, comment ça s'appelle? Les rattrapages, voilà. Donc je connais les rattrapages. J'ai fait ma licence, ma 3e année, je l'ai fait en correspondance, parce que je travaillais. Du coup, ça m'a donné, tu vois, un autre aperçu de comment tu te gères déjà en tant que personne, tu vois, la discipline qu'il faut avoir pour que tu vois, faire tes courses toute seule et tout ça. Le master 1, je l'ai fait en 2 ans parce que pareil, je travaillais, tu vois, moi, j'étais pas pressée, tu vois, je prenais mon temps. Puis je pense que c'est important dans des métiers comme ça, tu vois, de aussi avoir l'expérience de la vie, si je peux dire ça comme ça, tu vois, de pas toujours avoir le nez dans les bouquins, les bibliothèques. C'est très important de lire, tu vois, et toutes les étudiantes qui me disent: «Oui, est-ce que tu peux me donner un conseil?» Pour la fac, je leur dis toujours, lisez, le maximum de trucs qu'il y a dans les bibliographies, en fait. C'est les étudiants qui réussissent, c'est les étudiants qui lisent beaucoup. Mais je pense que c'est bien d'avoir, tu vois, d'avoir une expérience aussi, bah, comme je bossais, tu vois, ça m'a donné énormément d'expérience avec les enfants, avec les adultes en entreprise. Tu vois, ça m'a permis de développer mon sens de l'observation, mon sens de l'écoute. Objectivement, je pense que tout ça, ça m'a profité. Donc, je te disais, j'ai fait mon master 1 en 2 ans. La première année, je voulais me consacrer alors je sais plus c'est la première ou dans quel ordre, mais en gros, il y avait une année, je voulais me consacrer au mémoire et l'autre année, je voulais me consacrer aux cours, aux stages, etc. Et après ma 2e année de master, je l'ai fait en mode classique. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de faire un peu de recherche, tu vois, de faire une thèse de doctorat. Donc du coup, j'ai continué, alors que c'était pas dans mes plans de départ quand j'étais au collège, lol. Mais ça a été très formateur, tant sur le plan intellectuel, universitaire que enfin, humain, tu vois, ça a été une expérience. Ouais. Franchement, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'étais avec des personnes. Enfin voilà, quand tu es avec des profs de fac, des chercheurs, bon, c'est peu dire de dire qu'ils sont intelligents, tu vois. Mais voilà, c'est en fait de travailler avec des gens comme ça, c'est vrai que quand je dis ça te formate, c'est pas dans le sens négatif du terme, hein, mais ça te donne des réflexes, tu vois, des réflexes de travail, de pensée, etc., qui sont hyper productifs, enfin super utiles pour la suite. Donc ça a été hyper formateur. Après, alors comment ça s'est passé? Donc j'ai pas abouti ma thèse parce que on va dire j'ai eu des petits problèmes personnels et j'ai fait certains choix vestimentaires qui n'ont pas plu à l'université où j'étais à l'époque, voilà. J'imagine, Donc ouais. voilà, donc du coup, j'avais déjà alors en 2011,
pour la petite histoire, ça je crois que j'avais pas trop raconté, j'avais créé ma psy chez moi. Donc là, je me rendais chez les gens dans la communauté de Nancy, Épinal Nancy, enfin tu vois en Lorraine. Donc j'allais chez les gens en fait pour les accompagner, etc. Après, j'avais mis en stand-by parce que du coup, je m'étais plus consacrée à la recherche. Je faisais des cours à la fac, des cours magistraux, des TD, etc. Donc du coup, j'étais plus focus là-dessus. Je faisais des petites vacations à droite à gauche dans les écoles ou dans des recrutements, tu vois, pour les infirmières, etc. Donc ça, j'étais toujours en lien quand même avec la pratique, tu vois, si je peux dire ça comme ça. Et puis après, quand ça s'est terminé, on va dire l'aventure de recherche à l'université s'est terminée. Et bien là, en fait, j'ai eu l'idée, tu vois, de faire ma psy en ligne chez moi. Donc voilà, je me suis dit, bah en fait, il y a plein. Bon, j'ai toujours été beaucoup dans le monde associatif. Du coup, j'ai toujours eu, tu vois, je pense que ça a été hyper formateur aussi, surtout dans mon rôle d'entrepreneur maintenant CEO, tu vois, ça m'a grave appris. Franchement, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, je me suis rendu compte que, bon, je connaissais la situation, enfin, sociale des gens, si je puis dire, et je savais qu'il y avait des femmes qui avaient besoin, tu vois, d'être, soit parce qu'elles sont en situation de handicap, ou parce qu'elles sont avec des enfants en bas âge, soit parce qu'elles sont timides, etc. Mais en tout cas, pour qui c'était plus confortable, tu vois, de consulter depuis le confort de leur maison, de leur appartement, etc. Donc, du coup, j'ai mis ça sur pied. Alors, bien sûr, au début, j'ai tricoté mon site moi-même. Donc voilà, c'était très basique. Les gens me contactaient par téléphone, etc., par texto, tu vois, en mode. Je me souviens pas, je crois pas que j'utilisais WhatsApp à l'époque. Donc du coup, j'avais fait, tu sais, la page sur Google et tout ça. J'ai commencé à écrire des articles de blog. J'étais assez active sur Facebook. Je connaissais pas Insta à l'époque. Enfin, j'essayais d'être active sur Facebook en repartageant les articles de blog que j'écrivais ou en repartageant ce que je trouvais digne d'intérêt. Et puis le temps est passé. Je consultais en ligne et après, je crois que ça devait être en 2014-2015. Je recevais quand même des gens à mon bureau à Épinal. Donc je faisais les deux. Donc pareil, c'est bien parce que ça te met un pied, tu vois, dans chaque terrain, si je puis dire. Tu vois, ça m'a permis de mesurer si vraiment il y avait un décalage, tu vois, entre les consultations en ligne et les consultations physiques. Et j'ai vu qu'absolument pas. Après, j'ai continué, donc 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, je me suis expatriée aux Émirats Arabes Unis. Du coup, là, j'ai fait uniquement du online. En 2020, je sais plus si c'était 2019 où j'ai commencé ou 2020, comme j'étais en congé maternité, j'ai fait appel à l'époque, enfin j'ai proposé à Joséphine de travailler avec moi. Donc du coup, on a travaillé ensemble et après, je me suis dit: «Ben, tiens, en fait, j'ai trouvé ça génial d'être en équipe». Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé en équipe. Je me suis dit: «Ah, c'est trop bien», tu vois? On se comprend, enfin, voilà, tu sais, on peut utiliser les jargons et tout ça, on alimente notre pratique et ça se passait super bien. Je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas, en fait, faire grandir, encore l'équipe». Et puis bon, c'est vrai qu'au niveau alors, je disais toujours à l'époque: «Je suis la pire secrétaire de moi-même» parce que la gestion des rendez-vous, des factures, franchement, je remercie toutes mes patientes parce qu'elles ont été mais d'une patience, sans faire de mauvais jeu de mots, mais extraordinaire. Du coup, là, j'ai recruté une assistante, donc qui a la mission de traiter en première classe les psychologues, donc elle fait un peu tout ce qui est fastidieux, si je peux dire ça comme ça, pour nous, tu vois. Elle s'occupe des rendez-vous, des changements d'horaire, des factures, enfin, des paiements, tu vois, de tout ce qui est un peu, voilà, tout ce qu'on n'aime pas, enfin, oui, on va pas se mentir, tout ce qu'on n'aime pas trop faire, tu vois, quand on est psy, parce que déjà, on n'est pas formé pour ça, c'est pas notre domaine de compétence, donc voilà. Et qui vous fait perdre du temps aussi. C'est incroyable. Je pense, bon, ça, c'est tous les entrepreneurs, mais oh là là, on peut même pas dire que c'est un investissement de temps parce que tu as vraiment l'impression que voilà, c'est vraiment lourd, c'est très lourd à faire. Donc du coup, c'était quand Julie, elle nous a rejoint, elle s'est occupée de tout ça, c'était vraiment un grand bienfait pour nous. Et ensuite, bah, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa d'agrandir l'équipe. À l'époque, on m'avait parlé d'une jeune psychologue qui venait d'être diplômée. J'en parlais avec une connaissance et du coup, j'ai contacté. Je lui ai dit, voilà, on a fait connaissance. On avait déjà discuté quand elle était encore étudiante et je lui ai dit: «Bah, est-ce que ça te dirait, en fait, de tenter avec nous?» Elle m'a dit: «Ouais, carrément». Donc du coup, voilà, on a commencé à travailler avec nous. Donc il y avait une manager de projet aussi qui nous avait rejoints à l'époque parce que, ben, on se rend pas compte comme ça, mais un site internet, et il y a la développeuse aussi, elle nous a rejoints à l'époque, mais un site internet, tout ce qui est identité visuelle, la programmation Oui. des réseaux sociaux. Là, on parlait facture, etc., tu vois, mais c'est énormément de travail, en fait. Et le fait de monter une équipe comme ça, bah, ça permet, et ça, c'est un truc que je rappelle toujours à mon équipe, que chacune, pour moi, c'est hyper important que chacune soit dans son domaine de compétences et qu'elle fasse ce qu'elle aime.
C'est pas genre, tu sais, elle a passé la journée, puis elle est en mode, «Ouais, vas-y, ça me saoule». Ouais, j'ai envie qu'elle soit bien mise, tu vois? Qu'elle soit contente de faire que chacune fasse ce qu'elle aime et du coup, ben, on a aussi, Jennifer, à qui je fais un gros bisou, un gros coucou, qui s'occupe, du site mapsionlinechez-moi.fr. Pareil, on se rend pas compte d'ailleurs, ou de Jennifer de WeBoost que je conseille. On se rend pas compte, mais la gestion d'un site internet, mais il faut pour pas louper un bug, une mise à jour, etc. Faudrait y aller tous les jours, quoi. Mais heureusement qu'elle est là parce que franchement, c'est impossible d'être partout, en fait. Et du coup, ben, en plus, elle est hyper professionnelle, elle est hyper rigoureuse dans le bon sens du terme. Du coup, ça nous enlève aussi une charge mentale parce que c'est elle qui s'occupe de tout. Elle a repris tout le reformatage du site on a commencé l'année dernière en fin d'année. Ça a pris quelques mois, tu vois, donc elle a tout retapé beau, tu vois, que ce soit agréable. Tu vois, on se disait aussi, on en parlait lundi, toutes les semaines, on fait un appel d'équipe, tu vois. Et on se disait que les personnes en général qui viennent faire appel à nous, elles n'ont pas, entre guillemets, tu vois, la latitude mentale d'attendre que la page elle charge, de comprendre comment ça, tu vois, ça bug. Bien sûr, ça arrive, tu vois. Mais Jennifer, elle est là pour que vraiment l'expérience utilisatrice, elle soit la meilleure possible. Oui, il faudrait pas que les gens traduisent une lenteur du site par un signe pour ne pas aller plus loin vers la consultation, quoi. Exactement, c'est exactement ce qu'on se dit, mais complètement. Mhm. Donc, il faut vraiment que les choses soient fluides, entre guillemets, rapides, voilà, dans le bon sens du terme. Donc, du coup, ben, j'avais conscience qu'il me fallait quelqu'un pour voilà, en fait, moi, j'ai pas de problème, entre guillemets, à déléguer. Tu vois, j'ai conscience que, bah, il y a des personnes qui sont bien meilleures que moi pour faire d'autres trucs, tu vois, qui sont pas dans ma capacité. Donc, j'ai aussi fait appel à une rédactrice. Après, j'ai fait appel à une spécialiste dans le SEO. Pareil, parce que c'est un métier en fait. Donc, elles sont toutes diplômées soit en psychologie, en neuropsychologie, en neurosciences, etc. Elles sont toutes dans le domaine, quoi. Bon, elles sont toutes dans le domaine sauf Julie. Mais Julie, c'est ma voisine. Donc, autant dire qu'en voyant plusieurs fois par semaine, elle a en plus bien baigné dans la psycho. Quoi. Et du coup, ben voilà, depuis 2020, donc je te disais, il y a Dylan qui nous a rejoints. Après, il y a Samia qui m'a contacté en me disant, bah, grosso modo, voilà, j'aimerais trop travailler avec vous et tout. Donc, on a fait connaissance, etc. Et bon, ça m'est arrivé de pas recruter des personnes qui avaient postulé. Parce que en fait, au-delà des compétences, tu vois, universitaires, bah, ce que j'essaye de voir, c'est que tout le monde s'entende bien dans l'équipe, tu vois, qu'on veut y aller dans la même direction, etc. Et du coup, bah, c'est devenu après, vraiment, bon. D'ailleurs, c'est marrant, quand j'ai commencé, on me disait, mais pourquoi t'appelles pas ton site emilieantoine.fr, tu vois? Et je sais pas, je sentais que c'était pas ce qu'il fallait que je sais pas, c'était pas à propos de moi, je sais pas comment expliquer, tu vois? Pour moi, ça faisait pas sens, en fait. Et du coup, j'ai toujours laissé ma psy en ligne chez moi.fr, bien qu'on me dise, ouais, tu devrais peut-être changer, etc. et tout. Et du coup, j'ai laissé ma psy en ligne chez moi.fr et c'est vraiment, alors c'est parti, voilà, pour résumer, de moi toute seule, mais c'est devenu vraiment une équipe. C'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai réduit enfin voilà, je suis plus disponible, tu vois, pour faire les consultations en individuel parce que bah, gérer une entreprise, bah, ça prend énormément de temps. Tu as réussi à bâtir autour de toi une équipe solide qui fonctionne bien et qui fonctionne bien ensemble. Donc ça, c'est vraiment génial. Et toi, alors, dans ton entreprise, là, on sort un petit peu du cadre principal de cet épisode, mais je pense que ça intéressera pas mal de femmes aussi de voir un petit peu l'envers du décor. Donc toi, finalement, qu'est-ce que tu supervises encore pleinement et à quoi ressemble une journée type d'Émilie Antoine avec la casquette de chef d'entreprise? Alors ça dépend des jours, mais ça dépend. Mais tu sais, c'est marrant, hein, parce que tu sais, on s'était servi de Notion, Notion, tu vois, pour organiser, tu vois, ce podcast. Alors moi aussi, j'utilise beaucoup Notion. Et tu sais, le matin, quand tu commences, en tout cas moi, quand je commence à bosser le matin, parce que je commence à travailler assez tôt, parce que la vie, elle démarre assez tôt aux Émirats, pour mon fils, il commence l'école à 7h15. Donc, mon mari, quand il décolle pour l'amener, il est censé partir à 6h45. Donc, on va dire, en général, je suis tranquille, si je puis dire ça comme ça, pour travailler dans les coups de 7 heures, tu vois. Donc, de 7 à 8, je me prends, c'est mon petit temps, tu vois, je déjeune pépère et tout. Je me mets bien, je me traite en première classe, en mode me time. Absolument. Et puis après, ben, ça dépend des jours. Et tu vois, comment dirais-je, donc ma semaine, je travaille, on va dire, tu sais, je travaille en mode, comment on appelle ça? Tu sais, les séances de travail intenses, Deep là. Ça a work. un mot? Merci. Ah, je fais du deep work, je peux faire du deep work 8h midi, 8h, 14h, non-stop, quoi. Juste en buvant et tout ça. C'est vraiment,
Ça m'a, tu sais, ça c'est les consultations, ça m'a vraiment, ça m'a fait, bon là c'est un peu hashtag racontage de life. Je pense que ça a beaucoup contribué à mes capacités d'attention. C'est que vraiment je peux rester focus sur un truc pendant longtemps. Je peux travailler pendant longtemps. Parce qu'il m'est arrivé de faire des journées, ce que je recommande pas à des psychologues débutantes et que j'étais incapable de faire quand j'ai débuté en tant que psy. Je faisais 3 rendez-vous dans la journée, j'étais out, quoi. Fallait plus rien me demander. Et c'est vrai que j'ai, entre guillemets, j'étais arrivée où je pouvais faire 8 ou 10 consultations par jour, ce qui est énorme. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup, mais tout ça pour dire que ça m'a, enfin voilà, je peux travailler longtemps parce que pour moi, alors oui, je suis chef d'entreprise, je suis psychologue, blablabla, mais pour moi, c'est hyper important d'être présente pour mes enfants. Ma vie de famille, c'est extrêmement important. Il n'y a rien qui passe. Voilà, c'est ma religion, ma vie de famille, c'est pas le travail avant. Donc moi, pour moi, quand mes enfants rentrent, alors à une demi-heure près, hein, faut que je sois là. Faut que je sois là. On fait un petit snack ensemble, on discute, je me repose un peu, après je les emmène, tu sais, on fait une activité et tout ça. Voilà, pour moi, c'est hyper important. Pour revenir à ta question de base, ouais, donc du coup, le matin, voilà, comme je te disais, je travaille vraiment en deep work le matin. Et ça dépend des jours, en fait. Comme j'arrive le matin, il est 8 heures, bah, tu sais, j'ai pas trop quand je commence à bosser, en général, il est 8 heures, j'ai pas trop les yeux en face des trous. Bah, vraiment, sur Notion, le lundi, je dois faire quoi? Le mardi, je dois faire quoi? La semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4 du mois, je dois faire quoi? C'est divisé en plusieurs. Il y a ce que je dois faire, par exemple, bah, pour tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce que je dois faire en tant que SEO, tout ce que je dois faire au niveau du développement plutôt de l'entreprise. Il y a mes objectifs personnels en termes de spiritualité, en termes de sport. Tu vois, voilà, je sais ce que je dois faire pas heure par heure. Tu sais, je me laisse quand même la flexibilité. C'est pas genre, je suis pas aussi, ça, c'est un truc que je répète beaucoup aux femmes que j'accompagne. Je leur dis toujours, l'organisation est à ton service et pas l'inverse. C'est-à-dire que je suis pas Ouais, en ouais, train de ça me c'est faire. important. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, je me dis pas, ouais, le lundi, mardi, ouais, j'ai noté ça, faut que je fasse tout. Non, non. C'est noté. Je fais parce que j'ai envie, mais parce que j'ai quand même des responsabilités, tu vois. C'est beaucoup de discipline que aller de se recoucher et de regarder une série, hein, je vous le dis direct. Mais, mais voilà, en fait, je fonctionne comme ça. Tu vois, ça change mon planning, entre guillemets, semaine ou mois, etc. Ça évolue en fonction de bah, comment évolue l'entreprise. Puis bon, quand tu es présent sur les réseaux sociaux, bah, tu es obligé de refaire tous les 3 mois le boulot, j'ai envie de te dire. Enfin, voilà, c'est un peu beaucoup s'adapter. Pareil, enfin, voilà, donc du coup, ça ressemble un peu à ça. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, mais voilà, c'est un peu ça mon emploi du temps. Oui, oui, tu as bien répondu. Tu mentionnes une chose qui est hyper importante et sur laquelle, pardon, je pense que beaucoup d'entre nous se font beaucoup de mal, qui est justement cette question de flexibilité. Moi, j'ai tendance à dire que quand j'ai noté quelque chose dans mon agenda, c'est comme dans koh, tu vois, c'est irrévocable. C'est un truc sur le c'est un truc sur lequel je travaille parce que je me dis: «C'est pas possible». Quelquefois, si moi je suis crevée, c'est pas parce que je l'ai noté que je suis obligée de le faire, tu vois? Genre esclave de son agenda et aussi avec l'influence des réseaux sociaux, on voit que tout est parfait partout, et cetera. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, justement, pour apprendre à un petit peu se détacher et un peu se lâcher la grappe, au final? Alors, tu as employé le terme de flexibilité. Ça, c'est, on va dire, une compétence mentale, si je peux dire ça comme ça, que je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne. Parce que on peut pas dire, ouais, tiens, je vais être flexible et hop, ça y est, du jour au lendemain, on va être flexible. Derrière, tu as tout un tas de trucs qu'il faut désamorcer ou amorcer. Comme tu vois, tu as parlé du lâcher prise. Par exemple, ce que je conseille en général, c'est en fait, entre guillemets, c'est tout bête ce que je vais dire, mais toi, tu fais le taf, tu fais ta part, tu fais ce qui est dans ta responsabilité, et après, en fait, si tu veux, il faut distinguer la maîtrise et le contrôle. La maîtrise, c'est tu fais ta part en fonction de là où tu en es à l'instant T. Je te dis n'importe quoi, bah, d'ailleurs, c'est pas n'importe quoi parce que ça arrive souvent. Les jours où tu as une migraine, bah, forcément, tu vas pas abattre ce que tu fais quand tu es en mode ta santé, elle est bonne. Mais ça, il y a énormément de personnes qui ont du mal à accepter ça. Quand tu as une nuit, heureusement, là, hier soir, pour anecdote, je me suis endormie à 19h30, hashtag poule. Et ce matin, J'adore. ma deuxième, elle s'est réveillée à 4 heures du matin, mais je me suis dit, mais Dieu merci que je me suis endormie à 7h30, sinon je serais pas en train de te parler là, enfin, je serais complètement naze. Mais c'est beaucoup, en fait, faut accepter les circonstances. Faut vraiment être dans l'acceptation. Quand tu as fait quelque chose, là, enfin, après, t'adhères ou t'adhères pas, tu vois ce que je vais dire, mais c'est vraiment de se rappeler que ce que tu as fait, c'est ce que ton destin, il était décrété que tu allais faire, en fait. Tu vois ce que il est là le lâcher prise. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à lâcher prise parce que, plus ou moins consciemment, elles font l'amalgame entre lâcher prise et lâcher l'affaire. Tu vois, genre, tu vois, Ouais.
de être un peu négligent, et cetera et tout. Mais voilà, en fait, moi aussi, alors, tu sais, je donne aussi une petite astuce aussi que je fais parce que souvent, on a une to-do, mais on n'a pas tu sais, la liste de ce que tu as fait dans ta journée. Moi, j'ai aussi une liste. J'ai ma to-do, mais j'écris aussi ce que j'ai fait, que j'avais pas dans ma to-do comme ça. Tu sais, des fois, tu as besoin de rassurer, entre guillemets, ton mental, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, parce qu'on a tous des peurs à gérer, tu vois, de l'anxiété. Je dis tout le temps, il y a plus, et je dis toujours ça par précaution, je dis 98% de la population qui a de l'anxiété. Et je dis 98 pour faire la fille humble, tu vois, qui sait pas en fait. Mais en vrai, Ouais. je pense que tout. Mais après, c'est comment tu la gères. Et la flexibilité, c'est vraiment une clé. Comme on parle de plasticité neuronale aussi en psychologie, si je rentre dans les gros trucs, tu vois. Mais c'est vraiment, tu tiens compte de ton contexte et tu tiens compte de ton fonctionnement. Ça, c'est un truc que j'enseigne, c'est des compétences comment dirais-je, que j'amène, que je développe beaucoup avec ce que je fais dans le bootcamp Ma Psycampus. C'est vraiment, tu vois, tu peux pas juste te dire les choses. Faut que derrière, tu aies les prises de conscience et les compétences qui s'enclenchent pour que tu puisses vraiment vivre ce que tu dis. Parce que le problème, c'est que des fois, on dit des choses, mais on les vit pas émotionnellement, on vit l'inverse, tu vois. Tu vas dire, ouais, c'est bon, je lâche prise. Puis en vrai, tu es en train de te ronger les sangs parce que tu dis, ah, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Non, en fait, t'es pas en train de lâcher prise. Toi, émotionnellement, tu vis que t'as pas fait tout ce que tu devais faire, tu vois. Donc, il y a une dissonance cognitive qui crée un malaise, tu vois, un malaise que la personne, ben, soit elle va émotionnellement, elle va pas être bien, bon, les femmes souvent, elles vont manger ou elles sont, tu vois, il y a de l'agacement, Ouais. ça va se voir dans le comportement en fait que t'es en dissonance cognitive. Donc du coup, vraiment pour revenir, alors, t'as vu, je suis psy, mais je parle beaucoup quand je commence à m'y mettre. Ah ouais, non, mais c'est intéressant, je bois tes paroles. Ok, et du coup, voilà. Et tu vois, cette flexibilité, en fait, c'est comme vraiment, c'est ça. Retenez, prenez, acceptez votre contexte. Accepter, ça veut pas dire subir. Accepter, ça veut dire faire avec. Si, par exemple, là, je vous donne un exemple. Ma petite, elle s'est réveillée à 4 heures, donc bah voilà, hein, je suis réveillée depuis 4 heures. Allez, j'étais un peu dans le gaz, j'ai dû m'endormir 15 minutes par-ci, puis 15 minutes par-là. Mais cet après-midi, c'est évident que je vais faire une sieste. Tu vois, je vais même pas essayer de chercher à faire je fais pas de l'organisation ou à répondre à des messages. Non, je sais que et si je ne fais pas cette sieste, si je donne pas à mon corps son droit, ben moi je me connais, je vais être désagréable, Ouais. tu vois, je vais pas être de bonne compagnie en fait, et je vais pas, moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est important pour moi de faire des activités avec mes enfants, je serais complètement incapable de faire des trucs avec eux en fait, tu vois, en fait on force, tu vois, on lutte contre nos besoins, tu vois, c'est vraiment d'accepter tes besoins, c'est vraiment être dans l'acceptation, mais pas dans la résignation. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. La flexibilité profonde, c'est vraiment important, et cette acceptation, quand je dis l'acceptation, et ça parle beaucoup aux personnes qui sont croyantes, mais même chez les personnes qui se disent non croyantes, t'inquiète, pour voir un peu, tu vois, l'envers, bah, on a tous besoin d'un référentiel. Tu feras de toute façon que ce qui t'a été décrété. Cherche pas midi à 14 heures. Si tu as fait 3 trucs sur ta liste, il y en avait 6, eh ben, c'est parce que c'était écrit comme ça, c'est tout, accepte-le. Tu vois, je sais que on sait tous ça dans la théorie, mais est-ce qu'on a les ressources psychologiques et émotionnelles pour vivre cette théorie-là? Eh ben, souvent, la réponse, malheureusement, c'est non. Et nous, notre mission, c'est vraiment, tu vois, dans les consultations individuelles, comme toi, tu as pu expérimenter, que dans le coaching de groupe, tu vois, du bout de la psychampus que je fais, bah, nous, c'est ça, en fait. Nos missions, c'est de vous traiter en première classe, que vous traitiez en première classe, mais parce que vous avez eu les bons déclics, les bons outils, les bonnes ressources pour pouvoir vivre pleinement, tu vois, cette théorie-là, tu vois, on veut tout avoir en termes de principes, de valeurs, que tu sois spirituelle, religieuse ou pas, parce qu'on a tous des idéaux, tu vois ce que je veux dire, mais des fois, ce qui crée de la tension, c'est qu'il y a un décalage entre comment tu te comportes ou comment tu te sens et ce que tu voudrais être ou ce que tu voudrais mettre en place. Et nous, on est là, tu vois, comment dirais-je, pour bricoler, tu vois, on parle des fois de on parle de croyances limitantes et de blocage, c'est le cas. Et voilà, de faire les ajustements. Tu sais, je sais pas si tu avais regardé la série Parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. L'arborescence. Ouais, c'est ça. Mais en général, j'arrive à me canaliser, mais quand je commence à parler beaucoup, là, ça commence à se voir. Donc, il y avait une série qui s'appelait Heroes il y a quelques années. Bon, j'ai pas tout Oui. regardé. Tu sais, il y avait un personnage, je crois, il s'appelle Gabriel, mais je suis pas trop sûre, qui faisait un peu psychopathe. Et tu sais, en fait, son pouvoir, c'était de prendre le pouvoir des autres. Tu sais, il ouvrait la tête, etc. et tout. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ouais, ouais.
Bah, c'est un peu ce qu'on fait, alors sauf qu'on vous vole pas vos pouvoirs, hein, lol, mais c'est un peu ça, en fait, c'est de voir le fonctionnement de la personne, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle dit les choses. C'est des fois, quand tu poses des questions, les personnes te disent: «Oui, mais je sais pas si j'ai bien répondu». Mais en fait, dans ta manière de répondre, ça nous renseigne, c'est toujours bien répondu, tu vois? Oui, c'est ça, il y a pas de fausse réponse, enfin, il y a pas de mauvaise réponse. Ouais, donc ça, c'est vraiment ça, en fait, c'est de, tu vois, d'ajuster. En fait, c'est vraiment beaucoup d'ajustement, tu vois, moi, je vois vraiment mon travail comme ça. C'est pour ça, bon, alors je vais te faire encore, tu me dis si je te parle trop. Non, pas du tout. On me dit: «Oui, Émilie, comment tu fais pour faire ce» alors on me parle du travail de psy. «Comment vous faites les psychologues avec tout ce que vous entendez toute la journée et cetera?» Moi, je pourrais pas. Quand j'entends ça, à chaque fois qu'on m'avait donné 1 €, qu'on m'avait dit ça, je serais bien riche, quoi. Tu veux dire par rapport à l'effet d'éponge et de prendre, tout le ressenti? Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, nous, quand on travaille avec notre tête. Tu vois? C'est qu'on se sert de notre empathie. Bien sûr, tu sais, il y a des situations, tu entends des trucs, tu as envie de t'arracher les cheveux, tu vois? Il y a bien évidemment. Mais la majeure partie de ce qu'on mobilise, tu vois, pour accompagner les personnes, c'est un processus intellectuel, tu vois? C'est vraiment ça, en fait. C'est bien sûr, on travaille avec nos émotions pour comprendre, pour se servir de l'empathie, tu vois? Et tout, mais ben, c'est pas, on souffre pas avec, on ne doit, mais je pense même qu'on ne doit pas souffrir avec les personnes, ça n'aide ça contribue en rien, en fait, tu vois? On est, enfin, donc du coup, voilà, c'est souvent on me dit ça et je leur dis: «Mais c'est un travail intellectuel, c'est pas émotionnel, en fait, comme travail. C'est vraiment quelque chose, on est dans la réflexion pour, où on va emmener la personne, si je peux dire ça comme ça, pour qu'elle puisse, se positionner de la meilleure des manières dans ce qu'elle est en train de vivre, en fait. Avec ses ressources actuelles, comment on la fait évoluer dans ses ressources pour qu'elle puisse, s'en sortir du mieux, tu vois? Mettre à profit ce qu'elle a, en fait, tout simplement. Mmh. C'est hyper rassurant parce que ça veut dire aussi que, bah, il y a de l'espoir, je vais dire ça comme ça, dans le sens où c'est tout des mécanismes qui peuvent être mis en place pour aller mieux et comme tu as dit, c'est un petit peu comme une machine quoi, que tu vas monter et construire, comme il faut pour qu'elle fonctionne bien. C'est rassurant pour les personnes qui se disent qu'elles ont, alors je mets des guillemets, hein, un problème. Je pense aussi qu'une des plus grosses problématiques ou des plus fréquentes que vous devez être amené à voir, c'est beaucoup en lien avec la culpabilité, non? Qu'on s'impose, enfin que les gens s'imposent, Déborah, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, derrière la culpabilité? Le jugement. Le truc qu'il faut, en fait, désamorcer pour, parce que la culpabilité, elle a du bon, hein, tu vois, dans les proportions gardées, en fait, heureusement, hein, sinon c'est la psychopathie, la sociopathie et cetera. Mmh. Mais voilà, c'est encore une question de jauge. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la jauge, entre guillemets, elle s'affole et que, tu sais, tu es dans une culpabilité excessive ou tu es dans l'auto-persécution? C'est quand tu es dans le jugement. Donc «J'en ai pas fait assez, je suis une bonne à rien, qu'est-ce que je pourrais en je sers à rien», enfin des phrases terribles et d'une violence, mais laisse tomber, quoi. Enfin là, oui, laissez Ouais. tomber. Et tu vois, pareil, ben, de dire: «Ouais, je vais arrêter d'être dans le jugement», bah, pareil, c'est pas du jour, je pense, c'est compliqué de faire ça tout seul, tu vois? Parce qu'on a besoin d'un miroir, tu vois, de quelqu'un qui, tu vois, ben, parce que des fois, on a des habitudes, tu vois, même des habitudes de langage, de pensée, tu vois, heu, des schèmes et cetera, des patterns qui font que, ben, on s'en rend même plus compte, en fait. C'est tellement familier, c'est tellement normal, on ne se rend pas compte qu'on a un raisonnement qui alimente le jugement et donc la culpabilité. Et nous, notre travail, bah, c'est de questionner, de faire élaborer la personne pour que justement, bah, elle identifie, tu vois, ces bugs-là et qu'elle puisse les corriger après d'elle-même. Ça, c'est un truc, pareil, c'est un truc qu'on fait en consultation, mais c'est aussi quelque chose que je travaille énormément dans le bootcamp Ma Psy Campus avec, les femmes que j'accompagne. Mmh. C'est hyper important et je pense que tu as aussi relevé quelque chose, ben, d'essentiel, c'est que c'est difficile de faire ce travail seul et je pense aussi qu'à un certain moment, il y a besoin de cette validation de quelqu'un, pas d'expérimenté, mais de compétent, de reconnu dans ce domaine-là pour, justement, bah, entre guillemets, «valider» une souffrance ou quoi que ce soit et sortir du «c'est dans ta tête», quoi, tu vois? Donc quand une femme se dit qu'elle va pas bien et que c'est dans sa tête, elle a besoin d'avoir une professionnelle justement qui lui dit: «Mais oui, vous avez raison en fait de vous sentir mal ou de penser ceci ou cela». Ça, c'est aussi hyper important. Ouais, alors moi, on va dire, pour moi, les mots, c'est hyper important. Tu vois, quand tu as parlé de validation, ça m'a orientée sur en fait, je pense que tu parles de reconnaissance. Parce que le fait de chercher à être validé dans ce que tu vis et de dire: «J'ai besoin qu'on reconnaisse ma souffrance», pour moi, c'est complètement différent. Par exemple, moi, je valide jamais rien. Je suis personne pour valider, en fait, tu vois? Dire c'est bien, c'est pas bien. Tu as raison, ouais, ouais, c'est reconnaissance le bon terme. Tu vois, de dire, par exemple, même toi, comment tu te positionnes en tant que personne, dire:
j'ai besoin d'être validée et j'ai besoin d'être reconnaissante, de reconnaissance, pardon, tu ne te positionnes pas du tout de la même manière. C'est tu vois, rien que les petits mots comme ça nous oriente sur où elle la personne, où elle en est, où est-ce qu'elle doit aller et cetera. Enfin, où est-ce qu'il lui serait profitable d'aller. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes, bah, tu vois, comme quand tu es par exemple, quand tu es dans une famille dysfonctionnelle, du coup, bah, des choses anormales sont devenues entre guillemets «normales», familières pour toi et le fait après, bah, souvent quand tu as été dans une famille dysfonctionnelle, bah, tu as tendance à te rapprocher de gens qui ont le même fonctionnement que toi qui est dysfonctionnel. Donc du coup, tu te rends pas encore compte de, entre guillemets, ce qui dysfonctionne. Et quand tu parles à une professionnelle, ben là, effectivement, bah déjà, elle va reconnaître, entre guillemets, tu vois, bien sûr, tes émotions, tu vois, mais elle va t'aider à faire du sens. Parce que ce qu'il faut, c'est que toi, tu reconnaisses, toi d'abord, enfin, vous en premier, en fait. Donc nous, on vous donne les éléments, le matériel pour que certes, nous, on va le reconnaître, on va vous expliquer les tenants et les aboutissants, si je peux dire ça comme ça, de ce que vous êtes en train de vivre. Pour que vraiment vous puissiez comprendre ce qui est en train de se jouer et que vos capacités d'analyse, tu vois, de réflexion, de discernement, elles se débloquent là où elles ont besoin d'être débloquées. Ça, c'est un truc, ça, c'est la mission de ma vie, entre guillemets. Alors déjà, je me le souhaite moi-même, tu vois, d'avoir du discernement, parce que je pense que c'est hyper important d'avoir du discernement. Et c'est aussi un point de compétence sur lequel je suis une compétence sur laquelle je suis hyper attentive chez les personnes que j'accompagne. Qu'elles soient autonomes dans le discernement, en fait. Tu vois, c'est hyper important. Ça, Mmh. c'est la clé d'énormément de choses. Et du coup, voilà, c'est que moi, je vais reconnaître dans un premier temps pour qu'elles puissent percuter que oui, effectivement, tu as raison de ressentir qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Après, on va l'amener à ce qu'elles comprennent les tenants et les aboutissants de pourquoi ça va pas et qu'après, elles puissent développer, en fait, d'autres, euh, d'autres manières de penser, d'autres processus cognitifs, voilà, d'autres aptitudes comportementales pour pouvoir faire les choses différemment, où elle va forcément, bah, après, ressentir un mieux-être, tu vois, être mieux dans sa vie, avoir des relations plus qualitatives, et cetera. Enfin, voilà, après, ça se fait pas du Et jour se au faire lendemain. passer en première classe. Exactement. Super, franchement, merci beaucoup pour toutes ces explications, tu vois, le fait d'avoir creusé, un petit peu développé le tout. Je trouve que c'est hyper intéressant et je pense que c'est important, voilà, de relancer sur certaines notions et tout, parce que franchement, moi, je l'ai dit en début d'interview, je le redis encore, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et comme tu l'as dit, quoi, qu'on aille bien ou qu'on aille moins bien, en fait, dans les deux cas, c'est important d'aller creuser, d'aller explorer un peu tout ça parce qu'on sous-exploite totalement nos capacités et tout ce qui va avec, quoi. Ah mais vraiment, parce que même quand tu vas bien, entre guillemets, bah, tu peux être dans une situation, tu sais, bien sûr, il y a des personnes, ah, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai oublié une catégorie de personnes. Il y a une catégorie de personnes, effectivement, on va dire, si je te grossis le trait, hein, qui consultent parce qu'il y a un problème, une catégorie de personnes qui consultent parce qu'elles veulent être en 2.0, et puis t'as des personnes qui consultent parce que, bah, elles aiment bien discuter avec des psys, c'est super intéressant. Enfin, tu vois, et j'ai eu des patientes comme ça, si elles appellent, c'était pas des consultations pour elles, c'était des cours. Elles appelaient, ah, en fait, je peux dépenser mon cours et tout. Bon, c'est souvent les jeunes femmes, tu vois, qui me disaient ça. Mais en fait, pour elles, c'était intéressant, tu vois, de mettre du sens sur ce qu'elles vivaient. Elles n'étaient pas forcément dans la douleur ou dans la souffrance et tout. Mais tu sais, elles aimaient bien, en fait, comprendre les tenants, les aboutissants, bah voilà, de ce qui se passait, des relations, pourquoi elles choisissaient telle personne, pourquoi est-ce que ça faisait toujours sens pour elles tu vois, je sais pas comment on pourrait les appeler, je saurais pas comment les appeler, cette troisième catégorie. Mais voilà, c'était vraiment c'est pour avoir des discussions profondes, parce que, ben, tu peux pas forcément avoir, enfin, voilà, selon ton niveau, tu vois, comment dirais-je, il y a le mot qui me vient en anglais, comment tu es proche avec la personne, comment tu te sens en confiance, etc. Bah, tu vas te sentir à l'aise de dire certaines choses, mais peut-être qu'il y a des choses, tu vois, que tu gardes que pour toi, parce que c'est pas forcément que tu es à l'aise ou tu n'es pas à l'aise, c'est aussi parce que, tu sais, quand tu discutes avec quelqu'un, la personne, tu vas dire un truc, ça va lui faire penser à un truc, elle va commencer à te raconter sa vie, puis tu sais, c'est normal, c'est un échange. Alors que nous, quand on est là, on alloue notre cerveau à l'autre, en fait, tu vois, c'est leur moment, tu vois, on va pas alors, sauf à titre d'exemple, quand ça peut expliciter un propos, etc., on raconte pas notre vie, ou voilà, on va pas, mais c'est vraiment leur moment. Et il y a des personnes qui aiment avoir leur moment, comme ça, tu vois. Il n'y a pas forcément de problème. Elles sont pas en train de driver, tu vois, elles sont pas forcément en mode 2.0, mais voilà, elles aiment bien avoir leur moment, tu vois, elles se posent tranquilles, allez, de quoi on parle, tu vois, c'est un plaisir. Voilà. Mm.
Ça doit être intéressant pour les femmes qui sont intéressées par ça, justement, de se dire que ah ben c'est une possibilité qui existe aussi, parce que tout le monde n'est pas au courant que tu vois, tu peux te dire et si j'approfondissais telle ou telle facette d'une situation qu'elle me touche ou qu'elle m'intéresse tout simplement. Donc c'est très intéressant. Merci Émilie. Avec plaisir. Alors, je vais revenir un petit peu au principe d'être anonyme en ligne, hein. Je reviens un petit peu dans le cœur pas du débat, parce que c'est pas un débat, mais de l'échange. Après tout ton parcours, que tu nous dis que tu étais active d'abord sur Facebook, maintenant tu es quand même pas mal active sur Insta et aussi sur LinkedIn. Quand tu as commencé justement sur les réseaux sociaux ou quand tu as développé un petit peu le tout sur les réseaux sociaux, ne te montrant pas, est-ce que tu as cherché comment combler ce manque supposé, on va dire? C'est pas vraiment un manque, mais par rapport à l'attente générale, est-ce que tu t'es dit ah, je vais mettre ça en place ou ça en place pour quand même communiquer, mais sans me montrer, mais que ce soit quand même attrayant, intéressant, etc. Comment t'as fait à ce niveau-là? Je pense que j'ai l'impression qu'il y a quelques années, tu avais moins de pression autour du fait de se montrer, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on est quand même dans une société très narcissique, tu vois, où Oui. bah, tu sais, ça se montre beaucoup et tout. Peut-être, on va dire, il y a 10 ans, oh mon Dieu, j'ai l'air tellement vieille quand je dis ça, mais j'ai Non, l'impression non, que c'était je suis avec toi, ne t'inquiète pas. j'ai l'impression que c'était moins prégnant, tu vois. Donc, puis, tu sais, il y avait j'ai l'impression qu'il y avait plus de place pour l'écrit, en fait. Tu vois, maintenant, c'est un peu plus, Mhm. il faut capter l'attention en moins de temps, tu vois, c'est pas les mêmes modes de communication, etc. Donc, forcément, ben, enfin, lire, ça prend du temps. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, ben, moi, j'ai toujours beaucoup écrit, etc. Même si le fait d'avoir beaucoup écrit pour la recherche, j'étais un peu blasée de l'écriture, mais bref, j'écrivais quand même beaucoup. Mais ouais, franchement, j'ai l'impression que c'était moins lourd, en fait, ce truc de se montrer. Alors, c'était plus, bah, bizarrement, à l'époque, c'est pas forcément, entre guillemets, mon audience qui m'a dit, ah, genre, c'est dommage qu'on ne te voit pas. C'était plus d'autres Mhm. entrepreneurs qui me disaient, ça, tu dois passer à côté de quelque chose, genre, ce Mhm. serait mieux pour toi que tu te montrais, tu vois. C'est plus, le Mhm. souvenir que j'ai de l'époque, c'était plus ça, tu vois. Et est-ce que tu as cherché un moyen de parer à ça ou comment tu fais dans ta communication en règle générale? Alors oui, forcément, franchement, on va pas, je pense qu'on va pas se mentir, mais prendre ton téléphone face cam et parler, c'est beaucoup plus facile que de faire un carrousel sur Canva. Ça prend beaucoup moins Ouais, de temps. c'est ça. Voilà, non, c'est clair. Après, franchement, peut-être ma réponse, ça va te surprendre, mais maintenant, je me dis, comment moi j'ai envie de faire les choses. Tu sais, c'est même pas une question de se montrer ou de pas se montrer. C'est moi, je suis à l'aise avec quoi? J'ai envie de faire les choses comment? Tu vois? C'est pas genre une contrainte. Comment je vais faire les choses sans me montrer? Non, je me dis, moi, je suis à l'aise avec quoi? Qu'est-ce qui est fluide pour moi? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Maintenant, je me pose plutôt la question comme ça. Et du coup, ben, je teste, tu vois, pour voir qu'est-ce qui est le moins fastidieux pour moi. Quand il y a des trucs qu'il faut quand même faire et que c'est fastidieux, bah franchement, je délègue. Et T'as voilà. raison. Tu as répondu à ma question et je vais juste faire une petite virgule à ça. C'est que sur ton compte, enfin sur tes comptes, mais du coup sur le compte de ma psy en ligne chez moi, quelque chose que moi je trouve très, très agréable et appréciable aussi, c'est que tu interroges beaucoup ta communauté et l'audience qui te suit donc sur son ressenti, sur ce qu'elle pense de telle ou telle chose. Enfin, ça, je vois beaucoup en story. C'est quelque chose que tu fais pas mal et que je trouve vraiment hyper chouette. Et l'autre chose que je trouve bien plutôt dans tes posts, alors du coup, c'est que tu as toujours une citation signée moi. Et ça, Tu j'aime sais, bien. ah bah, c'est marrant ce que tu dis parce que ouais, c'est au tout début que j'ai commencé, et comme bah, c'est la mode des citations d'ailleurs à l'époque. Et du coup, j'ai commencé à faire ça aussi. Après, en fait, enfin, je dis pas que c'est ce que ceux qui utilisent des citations font, mais des fois, tu sais, il y a quand même des gens qui mettent des citations puis qui oublient de dire c'est qui l'auteur quand même. Tu vois, ça, je trouve. Voilà, je suis pas fan, quoi, si je dis ça comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, bah, entre guillemets, disons, je dis un truc en consulte à une patiente, puis genre, je vois que c'est une épiphanie pour elle. Je me dis, tiens, ça pourrait servir à d'autres personnes, en fait. Et c'est comme ça que c'est venu après. Où, bah, ouais, effectivement, le parti pris, c'est que nos citations, ça vient de chez nous, quoi. Moi qui forme des social media managers, je leur dis tout le temps d'éviter les citations qu'on a lues, relues, re-relues, encore et encore et encore et encore. Parce que moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je trouve génial et je trouve que les gens ne partagent pas spécialement beaucoup, donc que c'est pas spécialement qualitatif. Mais je leur dis en revanche, si votre cliente a une phrase à elle,
Alors oui, partagez-la en mode citation. Donc du coup, forcément, quand j'ai vu que toi tu faisais ça, je me suis dit: «Mais c'est juste génial» et alors le fait de signer moi, j'ai dit: «Mais elle a tout compris, elle a tout gagné, c'est parfait quoi, je trouve ça génial». Alors tu sais, quand je signe moi, en fait, tu as vu, j'ai pas signé Émilie et Antoine. Tu as bien noté que je signais moi. C'est qu'en Oui, fait, oui. moi, c'est pas Émilie et Antoine. Il y a des choses qui sont inspirées, tu vois, de mon raisonnement ou tu vois, de mon vécu, et cetera. Mais souvent, en fait, c'est tu sais, c'est en fait, je me dis: «Tiens», je pensais à une patiente, tu vois, à son histoire et tout, je me dis: «Tiens, si elle devait sortir une punchline, elle, qu'est-ce qu'elle aurait envie de dire?» Et en fait, c'est né comme ça, tu vois, les psycho punchlines. C'est tout ce que, parce que souvent, c'est mignon, tu vois, il y a des personnes qui, parce que des fois, il y a des trucs, c'est un peu douloureux, tu vois, tu sais, qui mettent des petits trucs mignons en commentaire, ah, j'espère que ça va et tout, tu vois. C'est pas arrivé du tout, mais c'est déjà arrivé et et moi, comme tu as noté, il vient de là, en fait. C'est que c'est pas, il y a des choses, ça vient de mon cerveau, tu vois, c'est plus en mode, on va dire inspirationnel, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vrai que les petits punchlines, là, quand c'est signé moi, ben moi, c'est toutes les femmes, en fait, tu vois. Enfin, je suis pas toutes les femmes, t'as compris l'idée. Ouais, ouais, j'ai compris et c'est ça que j'aime bien parce que moi je le vois vraiment comme, tu sais un peu comme une, on parle beaucoup d'affirmation, hein, c'est hyper tendance et tout, mais justement je le vois moi comme une affirmation donc quand je vois ça passer, tu sais après je le lis à haute voix et voilà, c'est comme voilà, c'est moi-même en fait qui me motive en lisant cette chose, je me dis: «Mais c'est ça, c'est trop bien». Ah bah c'est cool d'avoir un retour, merci. Je suis contente que ça te plaise. Ouais, bah, je pense que je dois pas du tout être la seule. Bah, oui, du coup, tu as répondu, à ma question, donc c'est vraiment y aller, pas spécialement au feeling, mais vraiment par rapport à ta production de contenu, hein, et à ce que tu délivres sur les réseaux et cetera. Donc c'est vraiment t'écouter et suivre ce qui te plaît à toi, pas spécialement ce qui se fait pour l'algorithme et tout, mais ce qui te demande pas trop de temps. Si ça te demande plus de temps, déléguer et vraiment faire ce qui te parle, quoi, Ouais, voilà. si je devais résumer. Ouais, voilà, quand je dis t'écouter, parce que je vous connais, je sais que souvent, quand on dit aux gens, ouais, écoute-toi, tu sais, ils sont en mode, ah bah si je m'écoute, je vais faire n'importe quoi, je vais regarder enfin, tu sais, genre, voilà, c'est genre, c'est l'anarchie, anarchie! Mais Ouais, c'est ça. c'est demande-toi qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire et dans quoi tu es à l'aise. Et puis, ben, si t'es pas à l'aise de te montrer, bah, dis-toi, ok, peut-être tu es à l'aise, bah, tu as vu, dans un podcast, tu es à l'aise avec l'écriture. Je pense qu'après, tu vois, ta créativité, tu la mets là où tu es à l'aise, en fait. Tu te forces pas à faire des trucs. Moi, je suis anti se faire violence. Cette expression, je la déteste, je l'emploie jamais, sauf pour, à titre d'exemple. C'est se faire bienveillance, en fait, hein. C'est pas, on n'a jamais rien de positif à se forcer, à se faire violence, tu vois, les mots comme ça, voilà, qui en fait n'amènent aucune plus-value en termes de résultats. Mais voilà, de te dire, t'as envie de faire quoi, comment, et voilà, voilà, écoute, c'est, comme tu disais, écoute-toi, mais voilà, suis cette intuition-là, en fait. C'est ça. Tu sais, souvent aussi, je pense que derrière le truc, pour en revenir, tu sais, au fait d'être anonymous, tu vois, dans le sens où tu te montres pas, ben souvent, en fait, ce qui pousse les gens à se montrer, bah, c'est pas forcément un élan, entre guillemets, du cœur ou de la créativité, hein. C'est la peur de pas être suivi, la peur de pas être entendu. Il y a beaucoup C'est de ça. peur derrière. La peur de pas avoir de CA, enfin, toutes les peurs que tu peux avoir quand dans ton business, quoi. Mais en fait, si tu prends tes décisions en fonction de tes peurs, comme je le dis toujours, c'est la pire manière de vivre ta vie. Donc, mais c'est ça, hein, je pense vraiment les gens qui, en vrai, oui, il y a des gens qui sont à l'aise de se montrer et tout, hein, mais en vrai, souvent, moi, je dirais, allez, un bon 70% des gens qui se montrent, puis on voit comment ils souffrent au début, hein. C'est parce que moi, entre guillemets, allez, hashtag racontage de life, moi, je suis très à l'aise avec le fait de me montrer, hein. J'ai pas de problème à parler face caméra et tout ça. Tu vois, genre, tu sais, c'est le point n'est pas là, en fait. Tous les gens, parce que souvent on pense que ah, la personne elle se montre pas, c'est une timide, c'est une complexée, c'est Mmh. ci, c'est ça, tout ce que tu vois, tous les trucs, tous les noms. Non, en fait, des fois tu as juste pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas ta came, ça t'intéresse pas. Tu sais, il y a beaucoup de jugements aussi, genre on dirait si tu as entre guillemets, hein, le terme que j'aime pas, j'affectionne Mmh. pas trop. Si tu as confiance en toi, tu te montres, et si tu pas confiance en toi, tu te montres pas. La scène est bien plus complexe que ça, en fait, hein, tu vois. Mmh. Mais là, Émilie, tu réponds à une question que j'ai dans ma tête depuis, là, tout à l'heure et tu viens de répondre, en fait, à cette question. Ça, c'est hyper important. C'est quelque chose que j'ai lu encore il y a pas longtemps, qui m'a un petit peu, chiffonnée, quoi, on va dire ça comme ça. En fait, je lisais, une entrepreneure qui justifiait, en fait, de se montrer actuellement, alors qu'elle ne se montrait pas auparavant, par une prise, justement, comme tu disais, de confiance en elle et cetera et que d'autres personnes ne se montrent pas parce que, comme tu le disais, elles sont timides, elles sont ceci, elles sont cela. Alors, moi, ça me révolte un peu parce que, tout comme tu le dis et tout comme toi, moi, j'ai pas de problème avec qui je suis, par exemple. À l'époque, je formais des gens
en centre d'appel, tu vois. J'avais une équipe, je devais la former, etc. Je suis à l'aise avec la prise de parole, je suis à l'aise avec le fait d'expliquer des choses et tout. Donc, je me reconnaissais pas du tout dans cette image. Oui, oui, c'est un gros stéréotype, hein, Mhm. et puis je pense que c'est passé à côté, de ce que c'est vraiment être une femme confiante. Parce que j'ai fait un podcast sur YouTube que j'ai appelé «Le mensonge de la confiance en soi», même si c'est un terme qu'on utilise parce que tout le monde comprend ce terme-là, d'accord? Mais là, en vrai, si je peux dire ça comme ça, être une femme confiante, tu vois, c'est que tu as une représentation juste de ce que tu es en capacité de faire. C'est pas genre, tu vois, souvent, on assimile ça à la personne qui parle le plus fort ou qui se montre le plus, Ouais. ou qui a raison, ou enfin, c'est vraiment une méconnaissance de ce que c'est et ça porte beaucoup de préjudice, parce que la jauge n'est pas bien placée, si je peux dire ça comme ça, de la Mhm. confiance. Et s'il y en a trop ou s'il y en a pas assez, dans les deux cas, il y a un préjudice. Mais effectivement, on pensait que les personnes qui se montrent pas, c'est parce que bah c'est juste parce que attention, il y a des personnes qui se montrent pas aussi parce qu'elles sont timides, elles sont pas à l'aise avec ça et il n'y a pas de honte, de gêne d'être introvertie, d'être timide, il n'y a pas de problème en fait. Mais c'est vrai qu'après, par contre, développer un peu de mépris, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, vis-à-vis des personnes qui ne le font pas en posant des jugements, tu vois, bah voilà, je pense que ça, c'est pas très productif. C'était maladroit en fait. C'était peut-être pas exactement ce qu'elle voulait dire, tu vois, mais le fait que ça a été dit de cette façon-là, ça a appuyé justement ce fameux stéréotype et j'ai trouvé ça assez dommage. Je trouve ça bien qu'aujourd'hui on ait l'occasion de remettre un peu les pendules à l'heure, comme on dit. Et je te remercie vraiment d'avoir mis le doigt sur ce point-là. C'est très important. Avec plaisir. Ce qui m'amène à mon autre question, enfin qui complétera en fait tout ce que tu viens d'expliquer, mais par rapport justement à ces femmes qui ont envie de se lancer en ligne, que tu dois probablement avoir aussi ou avoir eu du moins en consultation ou que tu as probablement dans le bootcamp ou des choses comme ça, des femmes qui ont envie de se lancer en ligne, qui ont envie de voilà donner un nouvel élan à leur vie, on va dire professionnelle, mais aussi personnelle, hein, parce que les deux sont liés. Mais qui se lancent pas parce qu'elles ont justement cette idée qu'il faut absolument se montrer pour réussir, etc. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bon, déjà, penser que il y a que des personnes qui se montrent, qui réussissent, par exemple en termes de CA, c'est faux. C'est un fait. Il y a énormément de personnes que vous n'avez jamais vues et qui font des centaines de milliers d'euros par mois. Déjà, ça, c'est factuel, tu vois, pour déconstruire un peu ça, si c'est ça leur crainte. Après, je leur dirais, bon là, je m'adresse aux femmes, hein, mais bon, allez messieurs, c'est cadeau pour vous aussi. Vous n'êtes pas qu'un physique. Enfin, vous êtes tellement plus que ça, en fait. OK, bon, c'est sûr, hein, après, c'est les statistiques, hein. On tend à regarder un visage, tu vois, les gens qui ont un visage symétrique, etc., qui sont dans les canons de la beauté, ont des facilités au niveau social, tu vois, c'est un fait. Mais après, vous êtes pas que ça, vous n'êtes pas qu'un physique, quoi. Bah, mon Dieu, mais c'est horrible, mais c'est hyper réducteur. Oh là là, mais les bras m'en tombent, quoi, si je peux dire ça comme ça. En fait, si vous pensez qu'on peut accéder à votre personnalité uniquement en voyant votre visage, votre physique, vous êtes bien plus que ça, en fait. Vraiment, voilà. Si c'est un problème de peur de l'argent, bah, rappelez-vous qu'il y a des gens qui se montrent pas et qui font de l'argent. Si c'est une crainte, tu vois, plutôt, qu'est-ce qu'on va la peur du jugement, et cetera, enfin, j'en sais rien, tu vois, mais qui a plutôt en lien au fait de montrer son physique, bah, en fait, dites-vous que vous avez et voilà, tu sais, la peur de passer à côté de quelque chose, mais vous êtes bien plus qu'un physique, en fait. C'est vraiment, bon, après c'est un peu ce qu'on nous martèle, tu vois, dans tous les codes, tu vois, sociaux d'une femme, machin, blablabli, blablabla, merci les magazines féminins, merci les séries, merci Hollywood, tout ça, tout Ouais, ça. c'est ça. Mais on peut accéder à votre personnalité sans vous voir, en fait, tout simplement. Je pense même que c'est encore plus sincère quand c'est de l'écrit ou quand c'est de la parole. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est brut, en fait. Vraiment, quand tu lis quelqu'un ou quand tu écoutes, c'est un autre et en plus, tu parasites pas les gens avec, ta face, j'allais dire, ton visage en même temps. Donc, ouais, c'est vraiment ces 2 points-là, je pense, après faudrait discuter avec les gens pour vraiment voir qu'est-ce qu'il y a, tu vois, les nœuds qui sont derrière. Là, les 2 trucs qui me viennent évidents, si tu en as d'autres, n'hésite pas. Mais souvent, j'ai l'impression que c'est un peu les 2 axes majeurs, quoi. C'est top et je pense que ça va en aider plus d'une. En tout cas, peut-être les décider à y aller, quoi. Elles ont rien à perdre, en fait, finalement. Même si vous vous dites que ça ne fonctionnera pas, déjà, c'est un petit peu défaitiste de partir avec ça, mais dites-vous plutôt, en fait, pourquoi ça fonctionnerait pas. Il y en a d'autres qui réussissent sans se montrer et qui parviennent à leurs résultats et à avoir des résultats comme ça. Donc, et si j'essayais, quoi, tout simplement. Ah mais ça, c'est comment on dit? C'est mon motto? Ton moto? Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu as à perdre, en fait? Tu as rien à perdre. Ouais.
Oui, c'est ça, il y a rien de grave qui peut arriver derrière. Ouais, c'est ça. Enfin, et pareil, hein, comment dirais-je, c'est une théorie qu'il faut pouvoir avoir les ressources pour l'appliquer. Mais comme on dit, on apprend toujours en fait, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'il faut avoir le bon câblage pour pouvoir vraiment vivre cette théorie de, tu sais, tu le vis pas comme tu vois, quelque chose contre toi, mais tu te sers de ce que tu vis pour apprendre justement. Mm. Alors Émilie, j'ai une dernière question. J'en profite vraiment de t'avoir avec nous pour te demander un dernier conseil, donc ton meilleur conseil pour vraiment l'entrepreneur débordé. Tu nous en as déjà distillé plusieurs comme ça au fil de la discussion, mais en matière de santé mentale, d'après ce que tu peux voir toi au quotidien, qu'est-ce que l'entrepreneur débordé ou qui a vraiment son emploi du temps full, quel serait ton meilleur conseil pour elle pour qu'elle puisse vraiment bien préserver sa santé mentale? Alors, tu sais, on a fait une version pro du bootcamp Ma Petit Campus avec un module pour tu sais, le côté professionnel, entrepreneur et tout. Donc, c'est un point qu'on développe. Mais en fait, déjà, si vous êtes débordé, il y a un problème. Tu sais, je dis pas, hein, tu sais, comment dirais-je, euh, c'est du travail. Quand tu es entrepreneur, quand tu as une entreprise, c'est du travail. Mais si tu es débordé, c'est pas un état acceptable en fait. Déjà là, tu vois, il y a un problème. Entrepreneur débordé, c'est pas une fatalité. C'est pas parce que tu es entrepreneur que tu dois être débordé. C'est toi à un moment donné, tu fais les choses comme si tu choisis d'être débordé parce que peut-être ça te rassure sur le fait que tu en fais assez. Tu as peur de pas en faire assez pour faire bouger ton entreprise, etc. Tu vois, mais mon conseil, autrement dit, pour les entrepreneurs débordés, si vous êtes débordé, il faut vous faire aider en fait. Ne restez pas débordé. Vous tiendrez votre entreprise à un moment donné, ça va affecter votre entreprise et surtout, c'est un très mauvais signe pour votre santé mentale parce que comme ça. Parce que quand tu es débordé, tout le temps, quand tu es débordé, tu vas rentrer chez toi, tu seras aussi débordé dans ta tête. Tu ne seras pas disponible pour ton entourage, tu ne seras pas disponible pour kiffer ta vie. Tu vois, et du coup, pour revenir à ta première question, qui était voilà mon meilleur conseil santé mentale, c'est que la santé mentale entre guillemets, c'est comme une plante verte, ça s'entretient. Mmh. Tu peux pas en fait rien faire en termes d'action, tu vois, consciente en fait que tu choisis, rien faire et escompter d'avoir une santé mentale correcte. C'est, même j'ai envie de peut-être tu te dis enfin quand je dis tu sais, c'est un tu général quoi, mais tu te dis: «Tiens, si on fait les choses à ma place, avoir une vie, tu sais, sans» non, parce que l'être humain en fait, il est pas fait pour être dans l'assistanat et cetera. Les gens ne s'épanouissent pas dans l'assistanat, tu vois? Donc c'est même pas ça entre guillemets «la solution», bien que ce soit idéalisé par personne, tu vois? Ou d'être entier et cetera. Mais en fait, voilà, la santé mentale, ça s'entretient. Moi, c'est vraiment le conseil que je voudrais leur donner, faites un truc chaque jour, allez, commençons petit, entre guillemets, chaque semaine, ou chaque jour, vous choisissez une action consciente où vous vous dites ça va nourrir ma santé mentale. Je peux vous donner, ça peut être des choses en lien avec passer du temps de qualité avec vos proches, écouter un podcast qui vous nourrit intellectuellement, faire du journaling, tu vois, écrire ce que vous ressentez, etc. Bah, enfin, vous voyez, parler avec une psychologue, passer un bon moment avec une amie avec qui vous discutez bien, mais il faut que ce soit vraiment conscient. Que vous le fassiez avec intention. Ça, c'est extrêmement important. Parce que du coup, quand tu arrives à la fin de ta journée et que c'est bizarre ce que je dis, hein, mais tu es consciente de ce que tu as fait et que tu dis ah ouais, j'ai choisi de faire ça, j'ai fait ça, ça m'a fait du bien. Tu vois, c'est toute une logique en fait qui est alimentée derrière et tout. C'est pas pareil que juste tu sais, tu es dans ton débordement, tout, tiens, tu as croisé une copine, tu as déjeuné avec elle en speed, mais tu l'aimes bien, mais c'était du speed, on choisit le truc. Tu vois, le positionnement n'est pas du tout le même et du coup, ça ne va pas avoir le même résultat. Donc, vraiment, c'est un projet. En fait, votre santé mentale, c'est comme, entre guillemets, un projet, une entreprise, tu appelles ça comme tu veux. Il faut que vous posiez des actions conscientes pour entretenir cette santé mentale, pardon, ou, comment dirais-je, la soigner si elle a besoin d'être soignée. Et puis, mais vraiment, en plus, quand tu sais, bah, encore une fois, c'est se traiter en première classe, tu vois, mais quand tu fais ça pour toi, tu sais, tu développes tu sais, tu te donnes de la considération, en fait. Et Ouais. forcément, si tu sais ce que tu tends à chercher à comprendre, à considérer, bah, après, tu développes l'amour pour ta personne, bon, toute proportion gardée, hein, l'estime de ta personne, tu vois, c'est tout un cercle vertueux après, parce que si tu es bienveillante avec toi-même, bah, tu as plus de facilité à être bienveillante avec les autres, tu vois, c'est tout Mhm. un, même quand tu es entrepreneur, tu vois, tu as des partenaires, tu as des collaboratrices. Si tu es débordé, tu vas être désagréable. Tu risques d'être désagréable et au bout d'un moment, l'équipe, elle va éclater ou enfin, je sais pas, il va y avoir ça peut je vois pas que ça peut pas être pérenne, en fait. Après on parle
burn-out, tu vois, de choses comme ça et tout. Mais vraiment, c'est entre guillemets, quand je dis une discipline, c'est pas dans le sens, tu sais, genre la discipline, l'autoritarisme, tout ça, tu vois. Voilà, c'est une discipline du bien-être, en fait. C'est comme ta spiritualité, tu vois, tu la nourris, tu fais des actions pour la nourrir. Il y a des hauts, il y a des bas dans la foi, mais tu vois, ça va jouer, en fait, les actes que tu vas poser, les intentions que tu vas poser, etc. Bah, c'est une logique qui s'applique aussi, tu vois, dans notre vie ici-bas, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Ouais. Mmh. Une attention en fait à apporter, sur ce domaine-là, qui requiert, ben, de l'attention, une 2e fois, tous les jours et à chaque instant, il faut être vigilante en fait, il faut faire attention. Ah oui, ouais, ouais. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, alors, tu vois, vigilant mais pas hyper vigilante. Mais oui, effectivement, je dirais faut être attentive. Tu vois? Je parlerais plutôt d'attention. Mais tu vois, écouter son corps, écouter, son niveau d'énergie, tu vois? Est-ce que je me sens en forme? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que j'ai envie de faire les choses ou pas? Tu sais, bien sûr, tu as des jours où tu es motivée, tu pas besoin de cette discipline, tu vois, pour forcément te mettre au travail. Puis il y a des jours où oui, c'est la discipline qui fait que tu commences à te mettre au boulot. Mais si c'est plus pendant une période significative où c'est que ça, ben, va chercher en fait, pourquoi tu en es là en fait, tu vois? Où tu as plus envie, tu es plus motivé. Tu vois, c'est ça qui est intéressant tu vois, là, on n'est pas forcément dans la souffrance déjà. On n'est pas dans un niveau de souffrance. On est juste en train de dire: «Tiens, quand tu es que dans la discipline, c'est que tu es plus dans le kiff, ben, il y a une jauge en fait qui va pas». Essaye de trouver qu'est-ce qui fait que tu es plus dans le kiff? Pourquoi tu as plus envie? Ben, je te dis n'importe quoi, peut-être que, tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Moi, ce matin, avant de faire ce podcast avec toi, j'ai parlé avec personne, tu vois, toute la journée, toute la matinée, et cetera. Moi, j'ai échangé 2-3 fois sur WhatsApp avec des copines, mais tu vois, j'étais en mode full, full, full. Ah, j'étais, tu sais, j'étais en mode: «Oh là là», tu sais, j'étais pas en train de me dire: «Ah vas-y, j'ai passé une bonne journée» et là, tu Ouais, ouais. vois, là, tu vois, le fait d'avoir échangé avec toi et tout, ça m'a donné la patate. J'ai fait un truc qui Mmh. m'apporte de l'énergie, en fait, parce que ce matin, j'ai fait des trucs qui me prennent. Là, j'aime bien ce que j'ai fait ce matin, mais c'est pas le même, tu sais, c'est pas le même, Puis en plus, tu étais fatiguée parce que tu as pas dormi, plus. Merci. Merci, le fait d'avoir échangé ça j'aime, tu vois, parler, moi j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien découvrir, comprendre, tu vois? Alors bon, c'est vrai, c'est moi qui ai plus parlé que toi, mais bon, on a échangé un petit peu, tu vois? Puis dans les questions que tu poses, voilà, tu vois, eh ben, ça m'a fait kiffer, j'aime bien, ça m'a fait remonter mon niveau d'énergie et tu vois, c'est de trouver des fois, d'analyser dans son emploi du temps, ça c'est un truc, hashtag bootcamp, mais je saoule tout le monde avec ça. Dans le module 6, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Tu vois, c'est comment tu calibres en fait, ce que tu prends, ce que tu entre guillemets, ce que tu reçois pour te nourrir, ce que tu donnes et cetera, de ouais. développer de la conscience là-dessus, c'est hyper important. Alors justement, d'abord merci pour tous ces conseils. Là, franchement, c'était excellent en termes de générosité, de conseils, et cetera. Donc vraiment merci, merci et tu nous as parlé à plusieurs reprises du bootcamp. Est-ce que justement tu peux nous faire un petit point et on se quittera, probablement là-dessus, mais un petit point sur, ton actualité, sur ce que tu nous réserves dans les semaines à venir, où on peut te retrouver et cetera. Donc dis-nous un petit peu comment on peut, ben, bosser avec toi finalement? Alors, comment on peut travailler avec moi? Ben, en travaillant avec mes collaboratrices, oserais-je dire, vous travaillez un peu avec moi parce qu'on a élaboré toute une méthodologie MAPSy en ligne chez moi de travail. Enfin, vous voyez, la manière dont on traite les problématiques et cetera, c'est toute une base de données, enfin une base de données, sur lesquelles on travaille, on essaye d'alimenter autant que faire se peut. Comme on fait de la supervision tout ensemble, bah, on développe comment dirais-je? Les mêmes mécanismes, de réflexion, vous voyez, les mêmes méthodologies de travail et cetera. Hem, donc du coup, ben, c'est ce que souvent parce qu'on me dit: «Ah, j'aimerais trop bosser avec toi et tout», je lui dis: «Mais, en bossant avec mes collaboratrices, ben, attention, chacune a sa manière de travailler, hein, mais il y a un peu de la touch MAPSy en ligne chez moi, si je peux dire ça comme ça. Parmi nos principes, par exemple, hem, on va jamais juger enfin ça, c'est normalement, ça devrait être tous les psys, mais c'est pas forcément le cas. Mais nous, on offre, par exemple, un espace, sécurisant et de confiance pour les personnes qui veulent parler de leur religion. Parce que force est de constater, des fois, il y a des personnes qui ont envie d'aborder des points qui sont liés avec la religion et qui s'inhibent, en fait, parce que, ben, on va pas se mentir, le contexte, français et cetera, avec, l'islamophobie et tout ça notamment, ben, font que les gens sont pas forcément à l'aise de parler de Dieu, en fait, de religion. Ouais. Je vous ai parlé des musulmans, mais moi,
j'ai aussi enfin, vous voyez, des chrétiennes ou des agnostiques, etc. Mais elles ont compris, c'est pas forcément une chose sur laquelle on communique comme ça, mais dans notre manière de parler, etc., sur les réseaux, en mode informel, dans les commentaires, elles ont compris qu'on était ouverte là-dessus. Et du coup, bon, là, je vous donne l'exemple de la religion, mais oui, ça nous est arrivé aussi, alors peut-être ça va vous choquer, d'avoir, par exemple, des patientes qui, comment dirais-je, qui sont attirées par les femmes. Et nous, en fait, voilà, pareil, c'est pas dans leurs valeurs, c'est pas dans leurs principes, mais nous, on n'est pas là pour dire, ouais, attends, oh là là, t'as pas honte et tout. Enfin, Non, il n'y a pas de jugement, oui. il n'y a pas de jugement. On est là on peut aborder toutes les thématiques, en fait. Voilà, notre truc, c'est vraiment, nous, on s'adapte, en fait, à l'objectif des personnes, si je peux dire ça comme ça. Après, je vais te dire dans la limite de nos principes et de nos valeurs, mais franchement, ça m'est jamais arrivé qu'on me fasse une demande, tu vois, où je me dis, attends, là, je peux pas, en fait, répondre voilà, à ce truc-là. Donc voilà, donc là, il y a les consultations individuelles. Alors le bootcamp, le bootcamp, au départ, c'était 6 semaines, en fait, de coaching. Alors, j'en ai fait 8 sessions comme ça. Donc à chaque fois, il y avait entre 12 et 19 inscrites. Et au début, c'était 6 semaines. Donc donc on traversait les différents modules pour travailler sur, donc aider les femmes à apprendre à se connaître, à se maîtriser, tu vois, à avoir qu'elles puissent disposer en fait d'une méthodologie pour traiter leurs croyances limitantes et débloquer, tu vois, leur blocage. Quand je dis méthodologie, pourquoi? Parce que souvent, en fait, on fait miroiter aux gens que, allez, en un appel découverte, je vais te faire sauter tous tes blocages. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais donc, du coup, c'est pour ça que je dis méthodologie, parce que, en fait, moi, mon but, c'est vraiment de les amener à une autonomie intellectuelle et émotionnelle pour qu'elles puissent, entre guillemets, tu vois, se débrouiller toutes seules, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Voilà, donc qu'elles mettent de la confiance dans leur vie, qu'elles soient plus sereines, qu'elles améliorent leur relation avec elles-mêmes, avec les autres. Et du coup, quand on était en fin de session et que je leur demandais, ouais, quel point tu vois d'amélioration pour le bootcamp, elles me disaient toutes, ah, c'est court, on aimerait bien que ça dure plus longtemps, etc. et tout. Voilà, on aimait bien pouvoir te poser les questions, avoir des réponses et tout. Là, je dis, ok, d'accord. Donc j'ai réfléchi et je me dis, et du coup, ben, après est venu le bootcamp dans la version MAPSI Campus, où là, on est carrément sur 6 mois. On travaille sur un module par mois, sauf pour celles qui s'inscrivent avec le CPF, elles ont un module, elles en ont 7, parce qu'il y en a un qui est spécifique à l'entreprise, tu vois, l'entrepreneuriat, etc. Et donc, elles ont un module par mois, une thématique. La première semaine, elles ont chaque jour, tu vois, une vidéo en fait de contenu, de connaissances et d'exercices, donc qui se déverrouillent, tu vois, sur la première semaine. La deuxième semaine, on leur préconise de poser des questions que je traite après en coaching de groupe. Alors, parce que justement, on me disait, oh, c'est trop bien de pouvoir te poser des questions, tu sais, d'avoir accès entre guillemets à toi et d'avoir des réponses et tout. Du coup, je me suis dit, ok, comment je vais faire pour répondre à leurs besoins tout en ne me mettant pas moi en burn-out. Ouais, Et du coup, et en fait, du coup, ce qu'on fait, on a un Google Form où elles envoient toutes leurs questions. On leur dit, vous envoyez mais n'importe quelle question, tu vois, bah, bien sûr en lien avec le bootcamp, mais tout toujours en lien avec le bootcamp. Et du coup, à n'importe quel moment de la journée et tout. Et nous, 2 fois par mois, dans les semaines paires du mois, on fait un coaching de groupe où, avec ma collègue Sarah, qui est la psychologue qui est dédiée aux bootcampeuses, eh bien, on répond à leurs questions de manière alors certes individualisé, mais en donnant, tu vois, le plus de perspectives possible, etc. Parce que le but, c'est pas de lui dire, ouais, en fait, tu dois faire comme ça et comme ça. C'est de lui dire, non, en général, une personne qui est dans ta situation, voilà ce qui se passe, les tenants, les aboutissants. Peut-être tu pourrais essayer de mettre ça en place. Et donc, du coup, là, on a ça 2 fois par mois. Donc, elles répondent à leurs questions et tout. C'est une grosse plus-value. Et en plus, une grosse plus-value, c'est que tous les replays des coachings depuis le début de l'année sont à disposition des bootcampeuses. Franchement, c'est une mine d'or. Bon, ça fait la meuf qui se jette des fleurs, j'en ai bien conscience. Mais franchement, Ah ben non, tu connais la valeur de ton travail. franchement, c'est une mine, c'est super, c'est une grosse plus-value parce que souvent, en fait, quand on dit coaching de groupe, il y a un peu de la réticence parce que les personnes, elles s'imaginent qu'elles vont devoir, tu sais, copiner avec les autres, etc. Nous, ce dont on veut tirer profit, c'est de l'intelligence de groupe. Tu vois, et ce côté, tu vois une personne déjà, le fait d'avoir une question de quelqu'un d'autre et d'entendre la réponse, ça va alimenter ta réflexion, d'une part. D'autre part, tu vas peut-être te dire, ah mais elle aussi, elle vit ça. Ah, je suis pas toute seule, c'est rassurant de ouf au niveau émotionnel. Et donc tu as les modules, la première semaine qui s'ouvre, je te disais, la deuxième semaine, on leur préconise d'écouter des coachings de groupe, de déposer leurs questions. Troisième semaine, elles ont une masterclass qui se déverrouille où j'approfondis les thématiques qu'on a abordées. Et la quatrième semaine, ben, pareil, on leur dit envoie tes questions. Parce que souvent, bah, tu vois, après avoir vu les questions des autres, avoir écouté la masterclass, bah,
tu vois, ça enrichit leur réflexion, et cetera, leur analyse. Donc du coup, il y a d'autres choses qui viennent et du coup, on leur conseille de faire ça. Donc ça, c'est la méthodologie, tu vois, mois par mois. Et puis, il y a aussi un groupe privé sur Facebook, donc comme je te disais, où il y a la présence d'une psychologue qui est dédiée bah, alors moi, j'y suis aussi, hein, mais après, c'est vraiment elle, tu vois, c'est son job à elle d'y aller tous les jours, tu vois, de répondre aux questions, et cetera, voilà, elle est vraiment dédiée pour elle. Et du coup, bah, là, tu vois, par exemple, quand on fait les coachings de groupe, bah, après, on leur dit, donc les replays sont à disposition, comme je te disais, puis on leur dit, bah, en commentaire, par exemple, je dis, bah, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, qu'est-ce que ça t'évoque? Et là, on peut en discuter en commentaire sur le groupe privé, ou même il y en a une qui va venir et qui va dire, ouais, j'ai mis le doigt sur ça et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, l'échange, il vient comme ça. Il n'y a pas d'obligation, en fait. Tu vois, voilà, en fait, c'est chacune fait comme elle le sent. Et du coup, bah, ça crée, c'est vrai que dans les sessions précédentes, il y a des amitiés qui se sont créées. Tu vois, ça, quand tu partages des conversations profondes, tu vois, avec des personnes qui sont dans la même optique que toi, ben, moi, je suis fan de ce format. Franchement, c'est vraiment et je vois à quel point ça leur apporte, en fait. Comme je te disais, c'est tant d'un point de vue intellectuel, tu vois, psychologique, que émotionnel. Ben, parce que, tu sais, je pense aussi qu'on manque beaucoup de relations, j'ai envie de te dire, authentiques. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, tu vois, de pas forcément avoir des vrais amis ou de pas se sentir à l'aise pour parler de tout, et cetera. Et j'avais vraiment envie de créer, c'est un petit peu ce que je voulais faire dans le challenge aussi que j'avais proposé au mois de juin, les 5 jours pour apprendre à skater en première classe. Ah d'ailleurs, dans les actus, je vais vous le reproposer bientôt, Inch'Allah. Et donc c'est vraiment un espace comme ça, tu vois, il y a pas d'obligation, en fait, on n'est pas obligé de raconter sa vie et tout. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment du partage. Ce que je veux, c'est des conversations profondes qui font avancer, comme tu voudrais, entre guillemets, «parler à tes amis» s'il y avait pas C'est ça, ouais. tu sais, tous les parasites, sociaux et qu'il peut y avoir. Donc du coup, voilà, tu as les modules, le coaching de groupe, le groupe, privé avec, la psychologue, qui est dédiée, et donc ça dure 6 mois et du coup pendant 6 mois, on se retrouve 2 fois par mois. Franchement, ça, tu vois, comme le même plaisir que j'ai pris aujourd'hui, tu vois? C'est vraiment Ouais. on discute, franchement quand que ce soit elle et moi franchement aussi, quand on sort des coachings, on est remonté en fait. On est en mode, on est reboosté parce que, franchement, ça nourrit en fait d'avoir tu sais, d'avoir, là je parle pour elle, mais moi je suis comme ça aussi dans ma vie. Quand tu as des conversations utiles qui te font Ouais. avancer en tant que personne et tout, mais ça te nourrit. En fait, ça participe énormément du bien-être. Tu as même des personnes, des fois, qui sont, bon là c'est une petite parenthèse, mais tu as des dépressions, des fois, quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait les personnes sont en dépression parce qu'elles sont pas assez stimulées intellectuellement. Ça, tu vois beaucoup ça chez les HP, les hauts potentiels. Et du coup, voilà, c'est vraiment c'est ça, c'est 6 mois où on passe. Après, on leur propose si elles veulent rester après avec nous parce que c'est un peu addictif, hein, les coachings de groupe, franchement, c'est addictif. Donc, du coup, des fois, il y en a qui demandent à revenir, à continuer. Donc, on leur propose aussi forcément, tu vois, un tarif entre guillemets, tu vois, on leur fait une proposition spécialement pour elles, etc. Et du coup, ben, soit elles rejoignent le bootcamp sur deniers personnels, et soit avec un CPF. Donc on fait des sessions CPF. On essaye de le faire une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. On fait par session pour le CPF pour des raisons logistiques, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, je comprends. Et donc en individuel, on va plus, retrouver les appels, où on peut prendre rendez-vous sur le site, hein, dont on a parlé, les consultations, et donc en groupe, il y a vraiment ce bootcamp avec, l'effet, d'intelligence collective dont tu parlais, et de motivation, collective, et d'enrichissement personnel, quoi, qui m'ont l'air vraiment, hyper enrichissantes pour le coup. Donc ça, c'est trop, trop bien. Et alors, où on peut te retrouver vraiment le plus activement, je veux dire? Alors le plus activement en ce moment, même si je me trouve pas très active, mais apparemment ça a l'air actif quand même, c'est sur Insta. Mais oui, c'est actif. Ouais, il y a le compte, comme tu disais tout à l'heure, arobase ma psy en ligne chez moi, et il y a mon compte aussi, entre guillemets enfin pas vraiment perso, mais voilà, Émilie Antoine. Où là, c'est plus, voilà, je partage un petit peu de mon quotidien, d'autres réflexions, et cetera. Ben, après, en fait, le compte Ma Psy en ligne chez moi, c'est le compte de l'équipe. C'est pas mon compte, tu C'est vois? ça. Il y a des inspirations de chacune, et cetera, voilà. Alors qu'effectivement, sur, le compte Émilie Antoine, c'est plus, bah, c'est Émilie Antoine, quoi, du coup. Après sur Facebook, c'est, bon, sur Facebook aussi parce que bon, bah, maintenant Instagram, Facebook, hein, c'est un peu pareil en termes de publication. LinkedIn, bah, alors, j'ai pour projet, je travaille dessus, tu vois, d'être, beaucoup plus active sur LinkedIn parce que tu sais, c'est une autre, vibe et tout, une autre énergie, j'aime bien Ouais. aussi. Pinterest, pareil, c'est aussi, on est en train de travailler aussi sur, notre présence sur Pinterest.
Après la newsletter, ah là là, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous savez, euh, alors j'aime bien raconter. Alors c'est pas Dis-nous que je tout raconte pour la newsletter. moi, c'est quand j'écris des newsletters, c'est rare que ce soit des newsletters de 10 lignes, quoi. Voilà, c'est en fait, j'essaie de vraiment donner beaucoup de contenu, tu vois, sur les newsletters, au travers de, tu vois, je raconte une petite anecdote. Oh, ça, c'est vraiment, ça peut être des trucs un peu hors du commun que j'ai vécu quand je me suis expatriée. Ou hier, je parlais d'une de mes copines qui a fait un masque avec du curcuma puis qui avait le visage jaune. Oui, oui, j'ai lu ça. J'ai fait un parallèle après sur tout ce qui était le fait de se traiter en première classe, tu vois, mais en faisant un parallèle avec quel mécanisme psychologique faisait que des fois, on calquait, tu vois, des méthodes ou des organisations sans prendre forcément compte de ses besoins spécifiques et des résultats que ça peut avoir. Voilà, donc on est parti. Souvent, voilà, j'essaie de partir un peu voilà, de petits trucs comme ça. Le podcast aussi qui va revenir. Donc, j'avais fait une pause cet été. Là, je vais revenir sur le podcast Se traiter en première classe, que vous pouvez retrouver sur les plateformes telles que iTunes, Google Podcast. Enfin, je les ai pas sous les yeux, mais normalement, c'est rediffusé sur les principales chaînes. Et puis, ben, vous avez aussi le blog Ma Psy en ligne chez moi où il y a des articles, alors des articles de moi, des articles de mes collaboratrices. Euh, il y a beaucoup de contenu aussi. Il y a la chaîne YouTube Ma Psy en ligne chez moi aussi. Où alors il y en a une centaine des podcasts, il y en a vraiment beaucoup. Bah, j'avais commencé, je crois, en 2013 ou en 2014. Donc c'est très, je pense que comment Une dirais-je, pionnière. l'évolution. Alors je sais pas, mais en tout cas au niveau du son, des fois j'ai vraiment fait. Ça m'est arrivé. Alors c'est marrant parce que c'est les podcasts qui ont fait des fois les plus de vues. Mais genre j'étais en train de porter mon fils dans le Mandouka, en train de faire ma marche, donc on entendait respirer les bruits des voitures derrière et tout ça. Ouais, mais c'est authentique, les gens aiment bien, je pense. Bah, en fait, tu sais, tu as des gens, bah, voilà, qui, tu sais, qui sont focus sur le contenu, puis d'autres qui disent: «Ah, le contenu, il est bien, mais oh là là, on entendait tu sais, ça grésille derrière ou je sais pas quoi», mais quand même, ils écoutent quand même. Bon, là, maintenant, bien sûr, j'essaye de prendre en compte davantage le confort de l'auditrice et de l'auditeur. C'est marrant, quoi. Il y a plein de. Oui, voilà, il y a vraiment beaucoup de contenu. Franchement, ça, si vous avez pas, par exemple, vous vous dites: «Oh là là, j'aimerais bien bosser avec elle, mais j'ai pas les moyens». Franchement, je dis toujours aux personnes, il y a beaucoup de contenu sur YouTube. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui me disent: «J'ai écouté tes podcasts, ça m'a grave aidé», tout ça. Encore une fois, c'est pas pour vanter les mérites de mon travail, mais c'est objectif. Ce que je vous dis, c'est vraiment les retours qu'on m'a fait. Mm. Super, mais je partagerai donc absolument tous les liens que tu as mentionnés sous l'épisode. Et franchement, je te remercie encore, Barakallahu Fiki, pour tout ce que tu nous as délivré comme information, comme conseil. Franchement, c'était hyper généreux. J'ai vraiment apprécié. C'était très intéressant. Je pense que ça va être d'utilité publique, cet épisode de podcast. Je te remercie énormément et je te laisse le mot de la fin. Bon, déjà, c'est avec plaisir et je te remercie de m'avoir invité sur le podcast. Le mot de la fin, alors c'est quelque chose que je dis beaucoup aussi à la fin des podcasts et à la fin de mes emails. Je dis toujours que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Je pense que ce sera voilà, le mot de la fin. Et ben, je vous remercie pour votre écoute. C'était un plaisir pour moi de vous dire tout ce que je vous ai dit. Et au plaisir de faire votre connaissance par un moyen ou par un autre. Merci beaucoup, Inch'Allah. Émilie. Inch'Allah. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, Inch'Allah.